Bonsoir. Attendez, on va couper la musique. Bonsoir le chat. Bonsoir nos invités. Bonsoir Antoine. Bonsoir Alexiane. Comment allez-vous tous les deux? Attendez, je vous ai muté. Faut que je vous démute. Oui, Ben, ça va bien. très bien. Salut les Euh, garçons. Bonsoir le chat. Comment allez-vous? Merci alors à tous les nouveaux follow. Merci également à Liwen qui a renouvelé son Prime. Bienvenue sur Play the Dev, qui sera donc un podcast lié à tout ce qui est lié au développement informatique et au métier du dev, tout ce genre de choses. Je pense que si vous êtes ici, c'est que vous avez suivi le concept. Bonsoir à tous en tout cas. Point Elsie la classe. Désolé, j'ai un problème avec l'API Twitch. Je n'ai pas pu récupérer le chat que j'aurais voulu afficher à l'écran pour qu'on puisse se suivre, notamment sur le replay qui sera sur YouTube. Il y a un petit problème technique, donc le chat ne sera pas disponible en replay. Tant pis. On va faire avec, mais par contre, on va suivre attentivement tout au long de la soirée toutes les questions que vous aurez à vous poser, ce genre de choses. Mais sans plus attendre, on va un petit peu présenter nos invités. Alexandre, bonsoir. Comment vas-tu ce soir? Bon- Bonsoir les garçons, ça va très bien et vous? Voilà. Très bien, merci. Alors, Alexandre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parle-nous un petit peu de ton activité au quotidien. En quoi c'est lié au métier du dev et voilà, de quoi tu vas un petit peu nous parler ce soir? Ouais, complètement. Donc moi du coup je suis chargée de recrutement et projet RH dans une société de conseil en informatique, ce qui fait que je suis amenée à recruter principalement des développeurs et plein d'autres métiers évidemment en lien avec les systèmes d'information, mais c'est vrai que les développeurs c'est aujourd'hui le plus gros de mon métier. Et donc le but d'aujourd'hui et de ce soir en tout cas c'est de pouvoir un petit peu échanger autour de ce sujet, pouvoir peut-être donner des petits tips sur la suite et sur le recrutement. Super. Eh bien, merci. Et Antoine, comment tu vas? Oui, ça va bien. Merci. Bon, Ben moi, je suis moi-même développeur oui. full stack Il paraît même qu'on depuis un petit travaille bout. ensemble. Oui, Il même paraît. qu'on travaille ensemble, c'est vrai. Je te vois quotidiennement. C'est quoi un développeur full stack? Ah ben, un développeur, en fait, il y a deux en grande partie, entre guillemets, dans le métier de développeur. Tu as une partie front-end, donc ça va être tout ce qui concerne, en tout cas dans le développement d'applications web, ça va être tout ce qui concerne ce qu'on voit sur une application web, vraiment ce qui est visible. Et après, tu as toute une partie back-end, ça c'est ce qu'on appelle souvent, c'est ce qui est côté serveur, et c'est tout ce qu'on ne voit pas en fait, donc les interactions avec les bases de données, ce genre de choses. Et du coup, le développeur full stack, il touche un petit peu à ces deux aspects-là. J'ai même envie de te dire qu'un développeur full stack, il va toucher même à qui est développement et intégration continue, mais on va dire dans le sens commun, ouais, c'est vraiment back-end et front-end. Ouais, c'est vrai que le sens du développeur full stack, normalement, il est censé toucher à toute la stack technique, le déploiement, les bases de données aussi, tout ce genre de choses. Quid des ifs sur une seule ligne? Je sens que ça, c'est quelqu'un qu'on connaît qui pose cette question. Très bien. Ah, oui, Bonsoir à ça me dit quelque chose. Isomorphisme. Alors bonsoir à tout le monde, hein, en tout cas, pour tous ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer personnellement. Donc avec Antoine et Alexandre, on va vous parler de deux sujets ce soir essentiellement. Puis de toute façon, le podcast sera un événement mensuel hein, qu'on va renouveler sur la chaîne donc tout le temps. Alors, en premier lieu, on va parler du quotidien du métier de dev parce que je sais que parmi les viewers, il y a beaucoup de développeurs qui sont en formation ou qui sont juniors, qui vont sans doute demain commencer leur carrière et qui se demandent un petit peu, ça ressemble à quoi la vie de dev au quotidien? Est-ce qu'on fait 12 heures par jour et c'est ultra hardcore et c'est compliqué, c'est pénible? Est-ce que c'est tranquille, c'est un métier pépère où on est quand même plutôt privilégié? Bon, on va voir qu'il y a un petit peu des deux en fait et ça dépend beaucoup de l'entreprise. On va parler un petit peu donc de tous ces sujets. Tu devrais pas couper le son des notifs. Je pense que le son des notifs, ça va. En tout cas, merci à tous pour les nouveaux follow, c'est pas un problème. Donc on va parler de ça dans un premier temps, et dans un deuxième temps, on va aborder un petit peu plus la question de vous êtes développeur junior, comment vous pouvez vous positionner pour vous faire recruter par une entreprise et débuter votre carrière. Parce que c'est souvent ce qui bloque pour le développeur, c'est le tout début de la carrière. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Voilà, voilà. C'est bon pour vous, Antoine, Alexandre? Tout Impec. à fait. Voilà. Alors le chat, n'hésitez pas à poser vos questions et on va essayer d'y répondre petit à petit. Je crois qu'on a un petit problème de caméra. Est-ce que vous êtes là? On a perdu votre Allô, vidéo. allô. Tu m'entends, On Antoine? m'entend toujours. Ouais. Toujours là. En fait, j'entends votre son, votre vidéo qui a disparu. Ah, Et ben,
En même temps, en plus, j'ai envie de dire que Ouais. le service a peut-être coupé, parce qu'on utilise un service tiers pour les cams. On est en train de revoir, c'est le même qu'on avait utilisé chez Mookie pour le podcast sur Guild Wars 2, donc ça devrait marcher, mais là apparemment on a un petit problème. Bon, si vous pouvez vérifier Est-ce que tu veux que... qu'on refasse l'opération Ouais, sur on peut refaire, on le peut te lien? renvoyer le lien si tu veux. Ouais, essayez de refaire sur le même lien si vous pouvez, et comme ça normalement ça devrait redémarrer tout seul. En attendant, on va commencer, on va discuter un petit peu des sujets, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir la vidéo, même si c'est quand même plus sympathique. La vie de développeur. Donc, parce que je pense qu'on a quand même pas mal de devs dans le chat, n'hésitez pas aussi vous à partager vos expériences. Antoine, c'est quoi ta journée type en tant que dev? Vaste sujet. Alors attends, dans un premier temps, je t'envoie le lien Ouais, c'est pas le mien. nouvellement généré. Ouais, c'est un autre lien. Allez, on va régénérer ça. Hop. Ouais, je vais faire pareil aussi. Mais ouais, hein. Journée type, ça dépend. Les journées peuvent changer, mais ça dépend aussi de l'organisation de l'équipe, ça dépend aussi si vous travaillez en tant que prestataire, si ça dépendra du coût de la mission. Ça change beaucoup selon l'entreprise. Je peux raconter mon cas, en ce moment en tout cas. C'est tous les jours, on a ce qu'on appelle un daily meeting. Donc c'est au- une réunion avec le reste de l'équipe pendant 10 minutes, un quart d'heure. En fait, on va dire ce sur quoi on travaille en ce moment, ce qu'on a fait la veille et qu'on compte faire aujourd'hui. Et éventuellement, si on a des difficultés, c'est le moment aussi de les remonter. Donc ça, c'est tous les jours. Et ensuite, ça dépendra s'il y a d'autres réunions qui sont planifiées pendant la semaine. Mais après, ça va être surtout beaucoup de développement. Donc là, c'est soit en solo, soit en pair programming. Et ensuite, on développe une fonctionnalité qu'on nous a demandé via un outil de ticketing où on a toutes les specs qui sont affichées. Et ensuite, nous, derrière, on développe tout ça. Donc c'est surtout ça en ce moment. Après, il y a des journées où justement on a moins le temps de développer et on se retrouve plus à faire de la spécification. Il faut savoir que avec tout ce qui est méthodologie agile, Scrum, etc., le développeur est beaucoup impliqué dans la conception d'un produit. Et du coup, on peut passer même parfois toute une journée à échanger avec le métier sur tel ou tel besoin et du coup à moins développer. Mais c'est des choses, voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. C'est voilà un petit peu comment on pourrait décrire le quotidien d'un dev, en tout cas, Bah, de sachant mon que, point bon, de vue. pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, moi aussi je suis développeur, donc moi c'est Florent, Nel Simon pour ceux qui connaissent la chaîne. Et je suis aussi développeur full stack sur les stacks JavaScript, un peu comme Antoine, en fait on a un profil assez similaire. Et oui, je dirais effectivement, l'idée du dev qui serait toute la journée dans sa cave en train de coder, je pense que c'est vraiment un cliché qui est très 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 éloigné de la réalité. Je pense qu'on peut le dire, c'est incontestable et je pense que enfin, ça peut correspondre peut-être à une réalité pour 5% des développeurs encore qui sont dans des entreprises qui ne sont pas trop modernisées. Mais je pense qu'effectivement, le temps de développement, ouais, ça va être rare qu'on passe plus de 80, enfin plus de 70% de notre temps à développer, même je dirais. Je pense, Antoine, on peut être d'accord là-dessus, quoi. Ouais, forcément, t'as une grosse partie conception et même beaucoup de travail qui est fait en amont du développement, fatalement. Parce qu'on plus on passe de temps à conceptualiser le truc, du coup, fatalement, moins de temps on va le passer à le développer vu qu'on aura bien réfléchi auparavant. Hmm. C'est une bonne position, ça, développeur. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça me dit quelque chose, ça. Euh, oui, bah, franchement, oui, de nos jours, on n'a pas à se plaindre. On va pas se mentir, le métier de développeur, t'as de la demande partout. Regardez, il y a pas longtemps, un article qui avait fait un recensement des postes les plus demandés en 2021 et développeur, c'est numéro un, quoi. Donc clairement, tu as de la demande partout et c'est limite plus à toi, d'ailleurs que tu sois développeur junior ou même plus avancé, tu as de la demande partout et du coup, c'est plus à toi de faire le tri là-dessus. Donc en ce qui concerne le fait de trouver un job, tout simplement, le métier de développeur, non, on n'a pas à se plaindre, c'est plutôt une bonne position. Alors, c'est vrai qu'il y a une chose qui est intéressante. Bon, on parlait de développer dans sa cave, bon, ça c'est le cliché. Mais au-delà de ça, et je vais un petit peu me tourner aussi vers Alexiane, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui a pas mal changé au niveau de notre métier.
bon, déjà, c'est un métier qui de base était assez. C'est facile de télétravailler quand tu es développeur. Mais avec le Covid, je pense que c'est même devenu une pratique assez standard. Euh, Comment ça se passe, Alexandre, toi, de ton point de vue? Est-ce que les candidats, du coup, ils sont vraiment passés sur l'optique télétravail? Est-ce que tu observes plutôt une majorité de candidats qui sont plutôt pour garder des habitudes de télétravail? Qu'est-ce que tu observes, toi, au niveau des candidats, des développeurs qui veulent trouver un poste? Ouais, alors c'est vrai que comme tu l'as expliqué, je pense que de base, bon, le télétravail, c'était quelque chose qui était un petit peu dans la norme pour les développeurs. C'est un des métiers, voilà, où le Covid a eu un impact évidemment supplémentaire, mais c'était déjà un petit peu une façon de travailler. Aujourd'hui, ce qui ressort, c'est que on va pas forcément avoir des candidats qui vont vouloir du full remote. Parce que je pense que le 100% télétravail avec le Covid, ça a été dur aussi pour certaines personnes. Aujourd'hui, on va surtout avoir des développeurs qui vont chercher un fonctionnement peut-être un peu plus hybride, voilà, avec un jour de présentiel ou 2 jours de présentiel, ou trouver une possibilité d'avoir quand même de temps en temps des contacts avec l'équipe, même si voilà, les développeurs pourraient très bien faire leur travail en étant à distance, en 100% télétravail, mais je pense qu'il y a quand même cette volonté de pouvoir aujourd'hui voilà, communiquer, avoir des échanges vraiment constructifs avec les autres personnes de l'équipe, et on est sur un mode un peu plus hybride de 3 jours, 2 jours ou un peu plus. T'es un petit peu aligné là-dessus, toi, Antoine? Qu'est-ce que t'en penses? Tu Ouais, préfères. justement, j'allais rebondir là-dessus. Là, en ce moment, moi, je fais plutôt du full remote. Mais à choisir, je préférerais faire un fonctionnement un petit peu hybride. C'est-à-dire que j'ai connu un petit peu l'époque avant le Covid. Pendant quelques années, j'ai travaillé vraiment 100% en présentiel. Et finalement, c'est quelque chose qui, par rapport au fonctionnement d'aujourd'hui, le full remote, c'est quelque chose qui me manque un peu. Alors, je pense que je reviendrai jamais au full présentiel. Je pense que je prendrai toujours quelque chose, 3 jours sur place, 2 jours en remote, ou 2 jours sur place, 3 jours en full remote. Mais t'as pas la proximité, fatalement, quand t'es loin, la proximité que tu peux avoir quand t'es en présentiel. Ouais, Ça, c'est quelque chose qui manque un peu, fatalement. ça, je peux le comprendre. Et d'un autre côté, tu vois, moi, j'ai donné mon expérience. Je suis en full remote, ou quasiment. Mm. Il y a eu une période où j'ai été un petit peu à moitié dans les locaux. Depuis 1 an et demi avant le Covid. Donc, je faisais déjà une bonne partie de télétravail Mm. avant le Covid. Alors, Ouais. avant le Covid, c'était très, très difficile de le faire entendre aux entreprises qui t'embauchent ou qui sont tes clients. Mm. C'était très difficile avant parce que Sûr. il y avait encore la mentalité de se dire bah, si un développeur, il est à la maison, enfin, de toute façon, même si un salarié, il est à la maison, bah, il va se laisser aller, il va un petit peu glandouiller sur le canapé toute la journée, il va faire un petit peu de dev à droite à gauche, alors qu'en fait, bon, c'est pas la réalité du métier. Puis surtout, enfin, Mm. je pense qu'il faut sortir de l'idée qu'un développeur, sa productivité, elle est proportionnelle au nombre d'heures qu'il travaille. Parce que, enfin, il y a quand même une notion de, c'est un métier intellectuel. T'es pas tout le temps 100% efficace, 100% productif. Je pense que ça, c'est un petit peu un mythe. Mm. Mais c'est vrai que moi, maintenant que je suis passé en full remote, bon, j'aime bien quand on m'offre la possibilité de revenir un jour dans les bureaux par semaine, tu vois. Si c'est proposé, mais pas obligatoire. Mais si par contre je reprenais un poste qui m'imposerait de venir régulièrement dans les locaux, je pense que ce serait plus une frustration qu'autre chose, quoi. Même si j'aime bien l'idée de pouvoir re-sociabiliser avec les collègues, etc. Alors il commence à y avoir déjà des questions dans le chat. Première question de Soon, est-ce qu'il y a de la demande pour des développeurs juniors? Est-ce que c'est... Alors on va en parler un petit peu du recrutement des juniors tout à l'heure. Mais Alexandre, toi tu confirmes, hein, les juniors, c'est quelque chose que vous pouvez recruter enfin, dans certains cas de figure. Il y a des entreprises qui sont prêtes à donner leur chance à des débutants. Je pense que... Voilà. Évidemment, heureusement d'ailleurs. Et est-ce que le full remote est souvent proposé par les entreprises? Alors, imposé, ben, ça arrive parce qu'il y a il y a des entreprises qui composent des équipes qui sont faites de développeurs qui sont aux quatre coins de la France. Et du coup, ben, effectivement, tu n'as pas de choix que d'être en full remote. Et même, effectivement, le fait d'être formé, je pense que c'est pas forcément lié à du présentiel, même si c'est quand même mieux pour rencontrer l'équipe, etc. Est-ce que, alors du coup, on en a pas trop parlé, mais vous avez grosso modo plusieurs modes de fonctionnement pour les entreprises qui recrutent des devs. Vous avez les entreprises de services numériques qui, elles, recrutent des développeurs qu'elles placent chez des clients. Et les développeurs vont avoir des missions de plusieurs mois chez un client. Et puis, vous pouvez être recruté directement en interne dans une entreprise pour travailler sur ces projets. Et alors, donc, du coup, si on prend par exemple le cas de figure des entreprises de services numériques,
Est-ce que on voit encore beaucoup d'entreprises qui sont complètement hostiles au télétravail au niveau des développeurs? Ou est-ce que ça c'est devenu plus rare? Tu nous poses la question à tous les deux? Oui. Est-ce que pour ce que vous en savez, vous avez déjà rencontré ces dernières années des entreprises qui sont vraiment 100% hostiles au télétravail? Est-ce que vous avez eu des échos peut-être de collègues? 100% hostile, non, parce que comme on l'a expliqué, je pense que avec la Covid, on a eu ce cas de figure où on s'est rendu compte que ça marchait, et heureusement. Donc être hostile, non. Par contre, ce qui peut être important à rajouter, c'est qu'il y a certaines sociétés, certains secteurs d'activité qui permettent pas forcément d'avoir du télétravail. Ça va être le cas notamment de sociétés qui vont travailler sur des dossiers un petit peu confidentiels, où le télétravail ne sera pas possible à cause des risques du coup, de problèmes en termes de sécurité sur les fichiers. Donc certains secteurs peuvent être malheureusement contre le télétravail uniquement pour cette raison. Mais sinon, pour le reste, je pense que c'est quand même assez bien rentré dans la norme aujourd'hui. Ouais, je pense que ça dépend pas mal du secteur. La plupart du temps, c'est à minima de l'hybride. Et après, full remote, ça, c'est à négocier. Mais je pense que si tu veux être compétitif aujourd'hui, les développeurs, maintenant, je pense que tout le monde attache une certaine importance à pouvoir travailler depuis chez soi. Ça a quand même pas mal d'avantages. Donc, je pense que permettre à ses collaborateurs de travailler au moins en hybride, c'est quelque chose que il faut obligatoirement le faire, quoi. Ok, À ouais. part vraiment si tu es dans un secteur style vraiment très sensible, la défense ou C'est ça. ce genre de choses, c'est un peu obligé. Ouais, je comprends. Ok, c'est intéressant vos points de vue. Moi, je suis assez d'accord. C'est avec il y a beaucoup d'entreprises qui ont, enfin, surtout maintenant avec le renforcement des politiques RGPD, qui ont des règles de sécurité très strictes, qui parfois sont assez incompatibles avec le télétravail, ou qui peuvent le rendre quand même plus difficile. Voilà, mais en tout cas, enfin, notez quand même, hein, si jamais ça vous intéresse, hein, il y a quand même des postes qui se trouvent en full remote. C'est pas impossible à Tout à fait. trouver non plus. Et alors, il y a derrière la notion de télétravail, il y a quand même un petit peu la notion d'isolement qui peut ressortir, parce que c'est vrai que parfois on a l'impression de rester seul dans son coin. Alors c'est vrai qu'en général, quand on travaille avec des équipes, on essaie de faire attention à ce qui est l'effet tunnel, de se dire les devs ils sont dans leur truc, ils voient pas trop ce qui se passe autour d'eux parce qu'ils n'ont pas trop l'occasion d'interagir avec les autres personnes parce qu'ils sont en full remote, ce genre de choses. Et en fait, cette idée du développeur solitaire, moi je trouve que la réalité n'est pas tout à fait conforme, hein. Bon, déjà parce qu'il y a quand même pas mal de réunions dans les cadres agiles, bon, tout ce qui est les daily, etc. Mais aussi parce que on travaille pas forcément seul quand on est un développeur. Tu parlais tout à l'heure de peer programming un petit peu, Antoine. Tu peux expliquer un petit peu ce que c'est et puis toi, quelle expérience tu en as? Ouais, c'est alors peer programming, donc c'est la programmation à deux en paire. Très souvent, tu as une personne qui va prendre le clavier et la souris et l'autre personne du coup qui va apporter de la réflexion, apporter des suggestions pendant que l'autre personne est en train de taper le code en tant que tel. Euh, C'est quelque chose que j'ai déjà fait par le passé. Souvent, c'était une personne plus senior qui leadait et du coup, la personne à l'époque plus junior, donc moi-même, qui pouvait éventuellement dire ah, t'as oublié un point virgule là, par exemple. Mais ça peut être après même quasiment de la co-conception. C'est quelque chose que j'aime bien faire avec du coup d'autres développeurs. On a une tâche qu'on nous donne et vraiment on conçoit la tâche à deux aussi bien voilà quelles sont les différentes choses à prendre en compte, techniquement comment ça va se faire, et ensuite on peut commencer à coder à deux, et donc tu as aussi une personne qui fait un peu garde-fou sur voilà pour s'assurer que on passe pas, on fasse pas n'importe quoi. Ok, bon bah c'est intéressant, hein. Je pense que c'était important de faire découvrir cette pratique à des développeurs qui n'ont pas forcément pris de poste parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément tout le temps médiatisé. Mais je pense qu'il ne faut pas le voir comme une perte de temps. C'est vrai que parfois dans certaines entreprises qui n'ont pas forcément la culture d'avoir des équipes de développement, etc., c'est vu comme en fait pour faire la tâche qu'un dev aurait fait, on met deux devs, donc en fait on multiplie par deux le temps qu'il faut. Je pense que c'est plus complexe que ça, parce que déjà ça va renforcer les qualités de code, ça permet de s'orienter dans des directions qui sont quand même plus solides dès le début. En fait, ça va un petit peu diminuer la dette technique et éviter qu'on ait besoin de revenir sur certains sujets après. Je sais pas ce que t'en penses toi, Antoine, là-dessus, mais je pense que c'est une pratique en tout cas qui a besoin d'être encouragée, et il faut pas se sentir aussi complexé en tant que développeur débutant de demander du peer programming à d'autres devs qui sont plus expérimentés, parce que c'est aussi une très bonne façon d'apprendre le peer Ouais, programming. complètement.
Ça te permet effectivement de voir un petit peu comment un développeur plus senior va aborder tel ou tel problème. Très souvent, enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait avec d'autres développeurs qui sont tout juste sortis d'école. C'est-à-dire que tu parles beaucoup, tu t'exprimes beaucoup. Ok, voilà telle tâche qui est demandée, voilà comment je vais m'y prendre. Faut pas oublier que ça, il y a une interaction avec tel ou tel module, tout en restant concentré sur vraiment la tâche demandée en tant que telle. Donc, c'est une bonne manière après de voir comment tel ou tel problème est résolu. Donc, c'est très intéressant de le faire. Effectivement, considère pas ça comme effectivement une perte de temps vu que tu as deux développeurs alloués sur la même tâche. Mais au contraire, effectivement, tu as une dette technique de diminuer. Et puis même, c'est au moins faire tout le début, toute la première conception à deux. Ça te permet derrière de vraiment, bah, en fait, d'éviter d'essayer de développer plusieurs fois la même chose. Tu vois. Quelqu'un avec une vision plus senior, il dira, bah, on a déjà fait ça à tel endroit, par exemple. Ce genre de choses. Donc, non, ça peut être vraiment du gain de temps. Alors, j'ai pas mal de commentaires qui sont intéressants dans le chat. Pour apprendre le pire, le best, c'est le best, ça permet de se mettre en confiance et de la transmission de compétences. Moi, je suis assez d'accord. Ça facilite le transfert de compétences. Et du coup, d'ailleurs, il y a une Ouais. question de Soon qui parlait du formation en début de mission. Le peer programming, d'ailleurs, ça peut être un outil de formation quand on onboard des nouveaux développeurs parce que on les prend avec nous pour leur montrer comment on approche les problèmes. Genre, on a une fonctionnalité à développer sur le produit, ben, on va lui montrer comment le code est structuré et comment on va approcher, par exemple, le développement de cette fonctionnalité sur le produit. Après, c'est vrai, voilà, la formation sur un début de mission, est-ce que le fait d'être en télétravail, ça peut être un obstacle, il demande, du coup, grosso modo, quand tu arrives sur un nouveau projet? Alors moi, je pense que ça peut être un obstacle humain, parce que du coup, tu vas pas forcément avoir l'occasion de... Enfin, tu vas rester sur un échange par Internet, donc tu peux manquer un petit peu de spontanéité, ou en tout cas de proximité avec les devs dans l'équipe que tu vas intégrer. Et encore, bah, par exemple, on a très bien travaillé ensemble sans s'être rencontrés pendant 6 mois, et ça s'est plutôt bien passé, je pense. Mais au-delà de l'aspect humain, est-ce qu'il peut y avoir des difficultés techniques sur l'onboarding du fait d'être en télétravail? C'est une bonne question. J'ai pas forcément trop réfléchi à ce sujet. Bah, enfin, moi je peux comprendre qu'il y ait une certaine appréhension. Tu débutes sur un nouveau job, une nouvelle mission et tu connais pas encore tout l'environnement. Et du coup, tu as très envie de passer pas mal de temps avec quelqu'un qui va t'onboarder. Et le fait d'être en remote, tu es un peu parfois obligé de pinguer la personne et de lui demander ça sert à quoi, ça sert à quoi, ça sert à quoi. Là où quand tu es en présentiel, bah, la personne est juste à côté de toi, donc ça paraît plus simple. Finalement, c'est un des effets du télétravail, ça, c'est t'es obligé de pinguer la personne, t'as quelque chose forcément, une question derrière. Donc, pour l'onboarding, je trouve ça pas ouf, le full remote. Moi, je pense, si je commence une nouvelle mission, je préférerais au moins faire la première semaine sur place. Comme ça, au moins, ouais, je trouve ça plus simple. Moi, alors, ça dépend aussi toujours de la maturité qu'ont les équipes par rapport au télétravail. Parce que des équipes, par exemple, qui se retrouvent en télétravail du jour au lendemain, parfois leur seul moment d'échange, ça va être la réunion Teams quotidienne qui va être un petit Mm. peu. Enfin, on n'a pas le temps pour pas parler que de ça, quoi. Et après, il faut se caler un point en visio avec les autres devs. Après, si tu as d'autres canaux d'échange, pour nous par exemple, on utilise Slack, qui est une sorte de Discord professionnel. Sur sa structuration, vous avez des canaux de discussion, puis vous pouvez faire des calls rapidement. Bon, ça aide. Il y a des outils qui permettent d'émuler des open space virtuels, hein. Par exemple, on a essayé de promouvoir un petit peu ça en interne. On n'a pas forcément rencontré trop d'adhésion, mais c'est parce qu'on a une dynamique qui est assez déjà fluide sur les échanges. Mais je sais qu'il y a des équipes où ça a plutôt aidé justement. Où grosso modo, bah, tu es en visio t'es en audio. À la fois, tu es en audio avec toute ton équipe toute la journée, mais tu peux te couper quand tu veux t'isoler. Mais du coup, ça te permet aussi. Ben voilà, c'est une sorte de métaverse, ouais, c'est ça. C'est un petit peu où t'as des bureaux virtuels et tu peux déranger tes potes comme si t'étais en physique. Parce que vous êtes sur la même session audio et puis vous visualisez où vous êtes. Si tu veux t'isoler, tu peux t'isoler, etc., etc. Mais ouais, je pense que ça peut complexifier la tâche et en même temps, ça permet justement que, imagine, tu viens d'arriver sur un projet, on te dit, tu regardes le code source et puis on se fait un point dans 3 heures. Bon, tu prends tes 3 heures, tu regardes le code et puis tu fais le point avec ton développeur qui est déjà en équipe pour qu'il t'explique les trucs. Alors que si c'est en physique, tu vas le déranger toutes les 2 minutes
Et c'est vrai que c'est important quand même aussi, tu sais, de pouvoir centraliser la capacité de déconcentration sur un seul moment, pour pas parce que quand t'es dérangé toutes les 5 minutes, toute la journée, ta productivité elle est nulle sur toute la journée. Alors que tu sais que si tu as une seule réunion d'une heure et demie par exemple, où tu reviens sur toutes les questions que la personne est là, bah, c'est quand même plus simple pour revenir là-dessus. Mais je pense qu'à la limite, ce que je dis, c'est pas forcément un critère de présentiel ou distanciel, parce qu'en fait, au final, tu peux aussi répliquer ça sur le mode de fonctionnement en physique. Je sais pas ce que. Non, c'est vrai, Ouais. j'avais un développeur senior que je dérangeais pas mal de fois sur ma première mission. Et je me souviens, il me disait souvent, il y a des fois, il y a des journées où il est juste en assistance à 10 000 personnes, différentes personnes dans l'équipe. Et du coup, c'est vrai que du coup, t'as pas peu ou pas de productivité à ce moment-là, en tant que développeur senior. Je vois Donc, les, ouais. je vois les commentaires à nos start. Mm. C'est vrai que le problème, alors je lis son commentaire, le problème c'est que beaucoup de devs seniors sont pas fans d'avoir des réunions en distanciel. Ils sont mute, caméra coupée, ils font autre chose, du coup compliqué en tant que junior de s'intégrer. Alors, je vais défendre une chose alors que je ne l'applique pas moi-même dans mon équipe. Et c'est vrai que je trouve que c'est bien quand tu es en full distanciel de quand même mettre les caméras pour que les gens bah, puissent au moins avoir un petit peu de quelque chose de vivant en face. Et pourtant on le fait pas chez nous, dans notre équipe aussi. Donc c'est un petit peu un contraste. Mais forcer la caméra, c'est aussi s'assurer que la personne elle écoute et qu'elle fait attention à ce qui se passe parce que sinon, bah, ok, je mets la réunion en fond sonore et pendant ce temps, ben, je fais une partie de ligue et puis voilà quoi. Enfin, je pense que ce cas de figure, il peut se passer quoi. Il peut être réaliste. Et c'est Je vrai pense, ouais, il y a différentes, sur la caméra, il y a différentes écoles. Moi, je suis moins fan. que. C'est-à-dire, t'es un peu, bon. Moi, c'est juste parce qu'il faut être présentable derrière et j'ai pas forcément envie d'être présentable, juste, Mais c'est vrai que enfin, surtout pour le daily, genre la première réunion du matin, il y a des équipes ouais, qui font c'est leur ça. daily à 9 heures. Et c'est vrai que quand tu prends l'habitude du télétravail, le daily à 9 heures, moi je suis désolé, je suis pas tout le temps présentable à 9 heures pour faire mon daily. Enfin, parfois je suis encore en pyjama et enfin voilà quoi. Bah ouais, c'est ça. Tu viens de te lever, t'as un peu la tête dans le C'est ça. cul. Alors, il y a pas mal de messages intéressants. Alors, Dodge LK qui nous demande, en parlant de Slack, est-ce que vous pouvez lister un peu tous les outils qui sont généralement utilisés? Alors, GitHub, VS Code, obligatoire. Alors, euh, Alors attention, vas-y, VS vas-y. Code. Alors, ouais, il y a plusieurs, Il y a plusieurs il y a écoles, on plusieurs, va dire. il y a Antoine et plusieurs moi, écoles sur VS Code. Tout le monde, effectivement, beaucoup de gens s'accordent à dire parce que VS Code, voilà, c'est très très utilisé, c'est open source, ça marche très bien sur Windows, donc beaucoup de gens l'utilisent. Moi perso, je suis pas fan. J'utilise que JetBrains, que les idiots de JetBrains, voilà. IntelliJ. Ouais. Et ouais, c'est ce que je préfère. Je suis habitué à ça, même à tous leurs raccourcis. Donc switcher sur VS Code, ouais, c'est pas près d'arriver Alors, encore. pour Git, en fait, Git en tant que tel, c'est obligatoire. Est-ce que c'est du GitHub? Pas tout le temps. Parfois, ça va être du GitLab ou des solutions genre TFS, qui est l'ancienne solution de gestion du code source de la suite Azure de Microsoft. Donc, il y a plein d'outils qui implémentent Git, mais en général, on travaille sous Git, quoi. Enfin, tout ce qui est les vieilles solutions de contrôle de code source, je sais plus comment ça s'appelait, les vieux trucs qu'on avait avant. Tu te souviens, Antoine? Je me souviens plus le nom. T'as SVN qui me Ouais, semble qui voilà. est assez vieux. SVN, c'est très vieux, c'est plus utilisé, donc oui, on est sous Git hein, dans l'ensemble. Ouais, la Euh, plupart des gens utilisent Git. en Bon, général, on va avoir un outil de communication interne. Certaines équipes travaillent sous Teams. Moi, je suis allergique à Teams parce que Teams, c'est très lourd et c'est pas forcément adéquat pour le dialogue informel où on peut mettre du spam et enfin, avoir des discussions qui n'ont pas d'intérêt et y avoir d'autres qui sont plus structurées. Nous, on préfère Slack. Je connais même des équipes qui travaillent sur Discord et qui n'ont aucun souci avec ça, hein. Alors, c'est vrai que Discord a un petit peu la connotation gamer, etc. Et du coup, on le voit pas comme un outil de travail. Alors qu'ils ont eux-mêmes entamé il y a 1 an et demi un effort pour justement se structurer comme un logiciel qui pourrait être utilisé pour des solutions professionnelles. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil? Jira pour tout ce qui est ticketing. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jira, donc, ça vous permet de suivre bah, vos tâches de développement, que ce soit en agilité, si vous êtes en Scrum, si vous êtes en Kanban. Et surtout, Jira, c'était un outil qui était pendant très longtemps, qui était payant. Et maintenant, la version gratuite qui permet de créer ses propres projets pour un petit peu regarder comment ça fonctionne, elle supporte un petit projet perso. Donc moi, je vous conseille largement, si vous avez des petits projets perso, de vous créer un board Jira pour voir comment ça fonctionne, comme ça. Le jour où vous êtes dans une équipe, bah, vous aurez utilisé l'outil et vous comprenez comment il fonctionne, etc., etc. Donc il y a ouais, pour des projets perso, moi,
Je préfère l'interface de Trello, juste parce que c'est plus agréable à la Ouais. vue. Je pense que Trello est plus agréable. C'est plus une question de pouvoir se former sur un outil qui est aussi utilisé professionnellement. Parce que Trello, Mais ouais, Jira, c'est ouais. utilisé à Trello fond est partout. très peu utilisé parce qu'il y a des problèmes de données pour les entreprises qui font qu'elles veulent être propriétaires de leurs données et pas donner leurs données à Trello. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'on est encore sur Yammer au niveau de notre entreprise actuelle. Ça, c'est un petit Ouais. peu oldies, on va dire. Ouais, donc on a parlé de Git, on a parlé de Slack, on a parlé de VS Code. Bon, il y a des gens qui travaillent sur Notepad++, hein, encore. Non, mais après, Ah oui, oui, même pendant un temps, moi je travaillais avec Sublime Text. non, par contre, il vous Ça faut, passe si très vous bien. faites du développement en back, il va vous falloir un client REST pour pouvoir tester vos API. Donc quelque chose comme Mm, Insomnia, comme Postman, quelque chose dans ce genre, quoi. Voilà, voilà. On va mm. continuer, voir s'il y avait d'autres questions, parce que ça a pas mal déroulé pendant qu'on parlait. Jira en tant que non-dev, c'est infâme. Ça, je peux le comprendre. On a notre product owner actuel qui a beaucoup de mal avec Jira aussi. Ouais. Ma boîte est full suite Microsoft, sauf l'IDE, on utilise beaucoup VS Code. Bah, c'est Microsoft, hein, VS Code, hein, Mm. du coup. C'est juste que il y a Visual Studio qui est la version lourde, qui est vraiment une IDE, alors que VS Code est censé être plutôt un éditeur de code, mais ça s'est beaucoup perfectionné, ça a gagné beaucoup en feature. Mais et surtout, c'est pas aussi lourd que, genre, par exemple, si vous avez fait du Java, vous avez peut-être fait du NetBeans ou des trucs dans ce genre qui sont très 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 lourds. Ouais, Ah, d'accord. NetBeans, quel Ok, je vois plaisir. qu'il y a, ouais. Euh, ok, ok. Alors c'est vrai que on commence à parler un petit peu techno, on commence à parler un petit peu outils. Euh, Il y a quand même une spécificité, moi, du métier de dev que je veux mettre en avant. Parce que c'est quelque chose, quand tu viens d'autres univers, c'est pas forcément intuitif. C'est que votre formation en tant que développeur, elle est jamais terminée. Il y a toujours de nouvelles technos qu'il va falloir apprendre. Il va falloir toujours entretenir une veille active pour savoir quels sont un petit peu les stacks utilisés, apprendre de nouvelles choses. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce côté veille permanente, le fait qu'il faut tout le temps se réinventer? Antoine, toi, ça te fatigue ou c'est quelque chose qui te plaît? Ah, moi j'aime beaucoup. C'est effectivement, vu que c'est quelque chose, ça évolue continuellement. Notamment, je pense surtout à toutes les technologies front-end. T'as constamment de nouvelles technos qui arrivent dessus et c'est parfois compliqué à suivre. Mais ouais, t'as continuellement de nouvelles choses. Moi, ça me plaît bien. Ça dépend aussi, surtout, de comment tu fais cette veille technique. Euh, Moi, personnellement, je peux en parler. C'est principalement Twitter et YouTube. Il y a, là, si je peux recommander, s'il y a des développeurs plus orientés front et JavaScript, il y a JavaScript Daily, qui est vachement bien, qui Ouais. propose non seulement parfois juste des petits packages NPM qui peuvent être pratiques pour gérer n'importe quel type de fonctionnalité. Parfois, c'est des librairies plus lourdes pour avoir différents components UI. Ou même parfois des petits trucs que JavaScript fait que toi, tu connais pas forcément. Donc, c'est très très bien. Et aussi sur YouTube, il y a alors pour ceux qui parlent anglais, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Fireship. Et c'est super, il fait des vidéos qui te résument une technologie en 100 secondes. Et mine de rien, tu as l'impression d'un peu la connaître après 100 secondes. Donc, mais bien sûr, il fait pas que ça, il y a aussi des vidéos plus détaillées sur certaines technos. Je sais qu'il a fait quelques vidéos sur ce qu'on appelle du Web 3, donc vraiment tout ce qui est du web décentralisé. Donc, c'est vachement intéressant. Donc, Ok. je recommande. Est-ce que Ouais, le feu Fireship, ouais, il y en a tu qui veux connaissent. peut-être poster des liens dans le chat, si tu as le temps un petit peu, pendant que je pose une question à Là. Alexandre. Alors, on va parler recrutement hein, aussi après, hein, vous inquiétez pas. Moi, Alexandre, j'avais une question en recrutement, mais on va aussi prendre celle de Sandra. Celle de Soud, on y répondra peut-être plus tard. Euh, Est-ce que vous parlez de veille avec les candidats? Est-ce que vous leur demandez un petit peu s'ils font de la veille active, comment ils s'y prennent? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites attention au niveau du recrutement? Complètement. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez important parce que, comme tu l'as dit, je pense qu'on est sur des métiers qui évoluent très vite, voilà, que ce soit en termes de techno, langage de programmation, les frameworks et ainsi de suite. Et les sociétés elles-mêmes sont de plus en plus désireuses parfois de faire, voilà, de modifier leur fonctionnement. Et du coup, c'est important pour nous d'avoir des candidats qui ont aussi cette
envie de découvrir des nouvelles choses, de pouvoir se former à différents frameworks, aux différents langages, peu importe. Et ça va être une question qui souvent va arriver au cours de l'entretien. Parfois, c'est bête à dire, mais il est plus préférable d'avoir un profil un peu plus junior qui fait de la veille, a l'air de s'intéresser, que quelqu'un qui a 30 ans d'expérience sur un seul et même domaine et qui, pour lui, il n'y a pas mieux que ça, quoi. Ah ouais. Donc, je pense que c'est plus intéressant d'avoir un candidat qui aura cette réflexion et cette veille techno que l'inverse. Ouais, les fameux candidats qui ont 15 ans d'expérience en jQuery, n'est-ce pas, Antoine? C'est ça, exactement. C'est Ah, un très ouais. bon exemple. C'est rigolo, j'étais Il y en a. à l'école à l'ESGI et je faisais du Swift et je regardais un peu les offres d'emploi à ce niveau-là. Swift était tout récent et tu retrouvais des trucs avec on veut 5 ans d'expérience dessus. Le truc C'est vrai que c'est à un moins petit de peu. 3 ans. Mais on va parler, enfin, mais, sur le Discord, Citrus, tu peux mettre d'ailleurs le lien du Discord, c'est sympa. Donc sur le Discord de la communauté, je partage un petit peu des perles d'offres d'emploi qu'on m'envoie. Ça peut être Citrus qui m'en envoie aussi. Genre des offres de recrutement qui sont complètement, qui ont aucun sens. Genre, on demande de l'expérience sur des technos qui n'étaient pas sortis à l'époque. On confond aussi Java et JavaScript, ça c'est très très commun. C'est vrai que parfois tu demandes aussi comment les recruteurs ils préparent leur truc, quoi, parce que il y a des aberrations techniques. Même si t'es pas un profil technique, tu devrais pas les faire quand tu fais du recrutement IT. C'est assez surprenant quand même. Alors, est-ce que l'anglais c'est indispensable, demandait Sandra. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alexandre? Parce que moi je pense que quand même c'est difficile de s'en passer. Après, il y a peut-être pas besoin d'être bilingue, mais vous, comment vous approchez la chose au niveau du recrutement? C'est difficile de s'en passer. Je pense que l'anglais aujourd'hui c'est quand même un prérequis. Ça va dépendre après aussi évidemment du client et de son environnement. C'est sûr il y a des sociétés qui travaillent vraiment à l'international dans des environnements où ça parle pas du tout français et l'anglais sera vraiment un gros prérequis, ce sera nécessaire. Pas forcément en anglais bilingue, juste au moins réussir à se faire comprendre. Et ce qu'on va rechercher surtout, c'est quelqu'un qui a pas peur de se lancer. C'est un peu le problème qu'on peut avoir parfois avec l'anglais, c'est que on n'a pas l'habitude évidemment autour de nous de pratiquer l'anglais. Et donc, à partir du moment où on a quelqu'un qui, a pas peur de se lancer, quitte à faire des erreurs, mais qui arrive à se faire comprendre et à tenir au moins un peu une discussion, ça sera quand même bénéfique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je pourrais que, oui, encourager évidemment à maîtriser l'anglais ou du moins avoir un anglais assez technique. Ok. Bon, bah c'est Ouais. clair, c'est vraiment très clair et très complet. Alors c'est marrant parce Même que. Vas-y, Antoine. je rebondis un peu aussi dessus parce que t'as même beaucoup de docs évidemment qui sont en anglais. C'est ça. Stack Overflow, je pense que les gens dans le chat connaissent. c'est c'est que Ouais. en anglais. Et puis même, je pense, on prend l'habitude, même à l'école, quand on apprend à développer, à coder en anglais. Et donc, moi, ça me dérange toujours quand je vois dans certains GitHub du français mélangé à l'anglais, même dans les commentaires. Ça me paraît toujours un peu bizarre. Parce que pour moi, on veut toujours être un peu ouvert à l'international, et c'est-à-dire n'importe quel développeur, quel que soit le pays, va potentiellement contribuer au code. Et Bien donc, sûr. du coup, il faut qu'on puisse parler anglais là-dessus, forcément. Alors par contre, pour répondre à Sou, non, t'as pas besoin de rédiger des rapports en anglais. Enfin, ça peut arriver sur des missions qui sont 100% anglophones, mais on va rarement te demander de pendre un Ah, pavé en anglais. Par contre, on va te demander de comprendre le jargon technique en anglais et de Ouais. pouvoir comprendre les c'est ça. sources que tu vas lire en anglais. Voilà, ça c'est important. Et après, les termes anglais que tu vas beaucoup utiliser, ils vont déborder parce que tu as les termes anglais qui sont très emblématiques et qui n'ont pas une traduction intuitive en français. Je pense que si je te parle de consistent, Antoine, ça te parlera. Ah, oui, C'est tout faux. oui, ça c'est anglicisme Ouais, il y a pas mal très d'anglicismes courant. finalement qu'on adopte en tant que dev qui sont assez standards, quoi. Mm. Alors, vous commentez votre code en anglais ou juste le vocabulaire technique? Alors, moi, le code, si ça tenait qu'à moi, je commenterais qu'en français, à partir du moment où les développeurs sont français, parce que, pour moi, tu dois te rendre tes commentaires intelligibles aux développeurs avec qui tu travailles, et comme tu as des développeurs parfois qui n'ont pas un bon niveau en anglais, si tu commentes en anglais et qu'ils comprennent mal, ça peut amener des problèmes. Donc, moi, mon approche, c'est à moins d'être sûr que tout le monde dans ton équipe soit bilingue, tu mets du français. Je sais qu'Antoine, t'es pas tout à fait sur la même longueur d'onde là-dessus. Bah, non. Mais, Ouais, moi je suis mais full English. si tu veux, j'ai l'impression que parfois, les développeurs, on s'amuse un petit peu à tout mettre en anglais pour des raisons qui sont un petit peu pour que ça fasse styler, tu vois. On fait un projet perso et on va nommer des variables en anglais, alors qu'en fait, on n'a aucun intérêt c'est un projet qu'on fait pour soi-même. Donc, Alors, ouais, sur un projet perso, bon, c'est open bar, tu fais comme tu veux, mais sur un projet d'entreprise,
Là, je me dis, tu peux pas savoir qui va tomber, qui va reprendre ton code. Donc, dans le doute, même si c'est une entreprise voilà, francophone, on sait jamais, ça peut s'ouvrir à l'international. Dans le doute, tu mets en anglais. Même si c'est souvent c'est de l'anglais, enfin du français anglicisé, entre guillemets. C'est-à-dire, Ouais. c'est vraiment, tu t'exprimes en français, tu Google Trad en anglais. Puis, Bah, disons que commentaire. ça me fait mal aux yeux quand je vois des noms de variables en anglais qui sont mal traduits et tu comprends ce que le dev a voulu dire, mais peut-être que d'autres personnes qui sont anglophones, elles ne comprendraient pas ce Ouais. terme de franglais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est-à-dire que ouais, tu te retrouves avec effectivement le problème de lisibilité du code. Ouais. C'est quelque chose, moi, j'y accorde beaucoup d'importance. C'est vrai que des fois, on peut se poser la question si tu es avec que des développeurs français. Dans le doute, cherche le bon mot en anglais et utilise-le. Parce que ouais, moi, je suis vraiment plus sur du code que en anglais. Alors pour finir un petit peu sur la partie la vie de développeur au quotidien, moi j'ai deux petites questions encore pour toi Mhm. Antoine. Il y en a une Mhm. d'ailleurs, j'ai oublié de te la mentionner tout à l'heure quand on préparait l'émission. Ouais, Euh, question Ah oui, on n'a surprise. pas parlé de Copilot, mais Copilot c'est trop fou, mais j'ai pas encore testé, mais c'est insane. Je sais pas si t'as testé toi Antoine Copilot? Alors, j'ai pas testé personnellement, j'ai vu pas mal de vidéos et c'est vrai que ça a l'air pas Ouais, mal. moi c'est Citri qui m'a montré, waouh, c'est assez insane, enfin le temps que ça fait gagner. Si tu veux, Ouais. Alexiane, Copilot c'est une sorte d'algorithme de machine learning qui te permet d'écrire des blocs de code entiers Ok. en comprenant ton intuition, tu vois. Et c'est la folie. Ok. C'est un truc de fou. Incroyable. Mais c'est vrai que il y a un jour, on fera dans ce podcast, on fera une émission sur quand est-ce que les machines vont coder à notre place. Ça, on va en parler un jour, parce que c'est un sujet qui est chaud, Vaste sujet. et qui fait beaucoup parler en ce moment, mais c'est assez intéressant aussi. Alors, donc les deux questions que j'avais pour toi, Antoine. Mhm. euh, je parlais tout à l'heure du fait qu'il faut faire de la veille, il faut se réinventer tout le temps. Parfois, tu commences à avancer dans la vie, tu commences à avoir 35, 40 ans, tu commences à avoir une famille, à manquer un petit peu de temps, il faut quand même continuer à faire de la veille à côté, t'as peut-être pas forcément le temps. Toi, Mhm. est-ce que tu te projettes sur un rôle de développeur dans 10 ans encore, par exemple? Et si tu te vois évoluer, vers quel type de métier tu te vois avancer? Euh, question effectivement très intéressante. Là, c'est effectivement dans ce métier-là, je trouve que c'est particulièrement difficile de se projeter, de se dire qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on développera toujours dans 10 ans. Après, souvent, il y a souvent deux approches, en tout cas, j'ai cru comprendre qu'il y avait souvent deux approches possibles là-dedans. C'est soit tu t'orientes plus vers de l'expertise technique et vraiment tu deviens le top 1 du monde sur tel domaine technique, ou soit tu t'orientes plus vers du management. Et là, c'est-à-dire que tu auras plus un rôle de tech lead, gérer une équipe de développeurs, ou même après plus en tant que manager. C'est une évolution possible si jamais tu arrives à te former sur plus de la gestion d'équipe, gestion de projet, etc. Bah, Personnellement, ouais, moi, c'est vrai que j'ai évolué sur des rôles agiles petit à petit parce que je prends encore des rôles de développeur ou de lead même parfois, mais je prends aussi des rôles de Scrum Master, parfois Product Owner, même si j'aimerais pas forcément trop m'y cantonner malheureusement. Mais ouais, évoluer, je pense qu'effectivement, il y a vraiment la branche. Tu évolues vers des rôles de lead, ou tu peux évoluer vers des rôles DevOps, donc des rôles plus Ops aussi. dans le quotidien, mais avec une approche Dev aussi qui permet de traiter les sujets DevOps. Une approche, enfin, tu peux même évoluer sur un rôle de CTO par exemple, ou quelque chose dans ce genre. Et puis il y a effectivement les rôles agiles ou fonctionnels, soit agile, soit gestion de projet. Et je pense que c'est un petit peu les quatre branches que tu peux prendre. Ouais. Certains évoluent vers des rôles de business manager et de RH, j'en ai vu. Je sais pas si tu en as connu toi, Alexiane, des anciens devs et tout qui sont devenus. J'en connais qui ont basculé, oui, oui, complètement, sur les rôles de business développeur. Et dernière question pour Antoine, et après je répondrai on prendra la question de Soon. Et bonsoir Yanzi, bienvenue à toi. Architecte logiciel aussi, ça c'est cool. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues sur la charge de travail que c'est le métier de dev. Il y a l'idée du développeur low cost qui est payé au lance-pierre pour faire 12 heures de code par jour. Et puis, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, mais moi je vais même caricaturer. J'ai eu une mission,
où on était en agilité, mais en fait on prenait beaucoup de temps pour bien spécifier les sujets, et changer un titre par exemple, ça prenait 2 jours de dev parce qu'on avait des process qui étaient bien complets autour de tout ce qu'on devait faire, mais c'était normal et c'était accepté. Et en contrepartie, on avait très peu de retours à traiter, ce genre de choses. Est-ce que être développeur, c'est un métier de feignant? Est-ce que c'est un métier de personne qui cherche la bonne planque, ou est-ce que c'est un truc infâme et on travaille toute la journée qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Euh, Effectivement, plusieurs. C'est toujours, après, c'est toujours la même chose. Ça dépend pas mal de la mentalité dans ton entreprise, dans ton équipe. Moi, je pense qu'effectivement, développeur, tu vas chercher en fait à beaucoup travailler au début pour avoir moins de travail à faire par la suite. C'est-à-dire bien concevoir ton application, les logiciels que tu vas développer pour qu'à la suite, s'il y a une évolution, tu aies le moins de choses à faire. Donc c'est travail d'acharné au début pour pouvoir être un peu plus fainéant par la suite. Je le vois un peu comme ça le- pour répondre à cette question-là. Ok. Je vois un petit peu ton point de vue. Moi je dirais, en tout cas, quand on travaille en agile, on est censé prendre en compte que si vous sursaturez l'équipe, elle n'a pas une productivité optimale. C'est-à-dire que si vous mettez de la pression... Alors c'est vrai que quand je dis charger l'équipe, c'est à la fois une charge de travail et c'est aussi une charge en termes de pression, une charge émotionnelle, etc. Et en fait, votre équipe, elle a une capacité à faire qui dépend de son état émotionnel, qui dépend de son état de fatigue. Et si vous ménagez votre équipe, qui veut voyager loin ménage sa monture, ça c'est un proverbe qui est vieux comme le monde et qui a du sens pour moi en termes de dev. Si tu ménages tes devs et si tu les laisses travailler dans de bonnes conditions sans se presser, ils arriveront à faire du bon code et tu arriveras à avancer plus vite sur ton projet. Et pourtant, il y a l'idée quand même dans les managements d'entreprise souvent que pour coder plus vite, il faut mettre plus de devs et les faire travailler plus longtemps. En général, ça finit mal ces histoires-là. Je pense que tu partages ce point de vue, Antoine, peut-être. Oui, c'est pas parce que tu mets deux développeurs ou trois développeurs que le travail se fera trois fois plus Ouais, vite. enfin, ce qui est important, c'est que c'est pas genre si t'as 2 développeurs sur un projet, si t'en mets 2 de plus, ils vont pas faire 2 fois la quantité de temps. Déjà parce que tu as les réunions, ce genre de choses en fait. Enfin, genre, c'est pas un coefficient multiplicatif, c'est que tu vas apporter un peu plus, mais toujours chaque développeur que tu vas rajouter, il va rajouter un petit peu moins de vélocité par rapport au précédent parce qu'il va devoir s'intégrer avec les autres pour partager le travail et qu'on s'organise correctement aussi quoi. Hein. C'est-à-dire, il faut l'introduire à différentes tâches qu'il faut à faire aux différentes problématiques. Euh, voilà. Ouais, alors il y a pas mal de choses qui sont intéressantes là dans le chat. Je vais reprendre par le bas. Yanzi qui parle notamment de la qualité d'aujourd'hui, c'est la productivité de demain. C'est vrai qu'en fait, on parle souvent de dette technique. La dette technique, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément de vision du métier, c'est genre, vous devez faire une fonctionnalité et vous la faites avec les pieds parce que vous n'avez pas le temps. Vous devez la faire en une journée alors qu'il en faudrait 4. Et ben du coup, en fait, vous souscrivez à de la dette technique parce que vous faites votre code à l'arrache, il va pas être réutilisable facilement, il va peut-être générer des bugs de façon assez claire. Et en fait, la dette technique, elle se paye, c'est de la vraie dette. C'est-à-dire que si tu ne la traites pas, si tu ne la prends pas en charge, elle va te péter dans les mains et tu vas payer des intérêts qui sont de plus en plus importants. D'où, moi, je suis toujours dans l'idée, le moins tu en crées de la technique, le mieux c'est. Parfois, t'as pas le choix. Parfois, on te donne des deadlines qui sont juste impossibles à tenir si tu veux coder proprement. Et du coup, tu dois faire du code dégueulasse. Mais voilà, enfin, cette notion-là, elle est super importante et je pense qu'on fera aussi un épisode de Play the Dev sur la dette technique parce que c'est un concept qui est vraiment très très important et qui est parfois assez mal appréhendé. Alors, je remonte un petit peu les autres questions. Est-ce que au fond vous n'êtes pas là pour coder un bot qui fera le boulot à votre place? Ça c'est le boulot de certaines personnes, je pense. Le Euh, copilot fera tout. c'est ça. Alors la question de Soon, question con, mais on vous donne un objectif journalier, mais vous bloquez et à la fin de la journée vous n'avez pas réussi à faire ce qu'on vous demande. C'est grave, il y a une grosse pression. Je pose la question pour les devs juniors. Alors moi je vais répondre en tant que Scrum Master, du coup. Donc on ne travaille pas au quotidien, on ne travaille pas au jour le jour sur un projet réel. On travaille sur des unités de temps quand on est en agile, parce qu'on n'est pas tout le temps en agilité, hein, malheureusement. Et on fera aussi, je pense, un épisode sur l'agilité. En général, on va travailler sur une unité de temps qui s'appelle le sprint, qui va durer 2 à 3 semaines. C'est la règle générale, il y a des exceptions, hein, bien sûr, mais ça va être un petit peu l'unité de base. Et en amont du sprint, on va regarder toutes les tâches à faire.
et on va évaluer la complexité de ces tâches. On va se dire, bah, cette tâche, elle a l'air assez complexe, cette tâche, elle a l'air très complexe. On donne une évaluation en points qui correspond à une évaluation de la complexité approximative, parce que tu peux jamais être certain. Et puis, tu regardes combien de points de complexité tu as été capable de traiter sur les 2 semaines d'avant, et tu essaies de prendre un petit peu le même volume avec un tout petit peu plus, parce qu'on est censé s'améliorer avec le temps. Ça, c'est la théorie. Euh, et du coup, bah, en fait, si tu es en difficulté sur un sujet, a priori, le fait que tu sois en difficulté, tu l'auras chiffré. C'est-à-dire qu'effectivement, tu auras anticipé que ton sujet il va être très complexe et que bah, tu risques de te planter plusieurs fois en essayant de trouver des solutions. Et que du coup, cette complexité, elle est mesurée. Et du coup, non, c'est pas grave parce que normalement, tu es censé l'avoir anticipé. Si par contre, tu as pris une tâche, tu as dit, oh, mais en fait, ça c'est super facile, je te le fais en 2 points, une demi-journée ou tout ce que tu veux, et que 4 jours plus tard, tu l'as toujours pas fini, bah là, on va pas te dire que c'est mal. On va te dire, est-ce que tu es sûr d'avoir bien chiffré ta tâche? Et si t'as pas bien chiffré ta tâche, ben on va te dire, bon, ben, tu t'es été engagé à prendre autant de points, mais ta tâche, elle est passée de 2 points, par exemple, à 8 points. Ben, on va essayer d'équilibrer ton sprint, la charge de travail que tu t'es engagé à faire, pour t'enlever une charge de travail équivalente. Et du coup, ben, effectivement, tu n'auras pas une grosse pression parce que tu dois viser le même nombre de points. Par contre, le fait que tu te sois planté en chiffrage, ben on va en parler en rétrospective. C'est le rituel qui permet de réfléchir dans l'équipe sur comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Et on va se dire pourquoi est-ce on s'est trompé sur le chiffrage, comment est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer la prochaine fois et pas se tromper à nouveau. Ce qui est important surtout, c'est de jamais rester silencieux. C'est normal d'avoir des difficultés et je pense que même un dev senior parfois, ben, il va bloquer sur une tâche qui a l'air toute simple en fait parce qu'il n'arrive pas à trouver le bon angle d'approche. Et ce qu'il faut, c'est en parler avec les autres, demander je suis bloqué, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour traiter ce sujet-là, parce que moi, j'ai pas d'idée. Je pense que le milieu du développement, en tout cas dans les entreprises qui sont quand même un minimum organisées, les gens sont quand même, dans leur grande majorité, ce sont plutôt des gens qui sont, comment on dit, qui sont bienveillants. C'est-à-dire, tu vas rarement être en compétition avec les autres devs pour être meilleur qu'eux. Du coup, si tu dis que tu as des difficultés, en général, on va essayer de t'aider. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Enfin, c'est aussi pour moi un Ouais, des avantages du métier. C'est pas un métier où tu as une compétition forte parce que t'es pas évalué sur des objectifs. Tu peux pas être évalué sur des objectifs. Tu peux pas être évalué sur le nombre de lignes de code que tu fais en une journée ou quoi que ce soit. Ça n'a pas de sens. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de compétition. On veut juste qu'une équipe, elle soit capable de travailler ensemble pour que ça se passe bien dans ses journées et qu'elle arrive à avancer et qu'elle arrive à s'entraider. Voilà, enfin, c'est un petit peu ma vision personnelle. Je sais pas ce que tu en penses toi. ouais. Et j'appuie le point dont tu as parlé, c'est-à-dire qu'il faut en parler même assez rapidement quand on sent qu'on bloque, quand on sent qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, il faut tout de suite en parler. Des fois, on peut avoir manqué quelque chose ou pas penser à regarder partout dans le projet. Peut-être que la fonctionnalité qu'on cherche à développer, le problème a déjà été abordé ailleurs. Donc ça, faut en parler assez rapidement. Ça évite de se sentir bloqué, de ne pas avoir ce sentiment d'avancer sur la tâche. Alors Citric, il met sur la table un des sujets de toute façon, qu'on est obligé d'aborder quand on parle de développement, qui est le syndrome de l'imposteur. Ouais. C'est classique, hein. Quand on est Mm. dev, on a toujours l'impression d'être moins bon que les autres parce qu'ils arrivent à faire des trucs trop fous. Et en fait, on se rend pas compte des difficultés qu'eux ils rencontrent aussi dans leur travail au quotidien, en fait, tout simplement. Merci, Ouais, non, ouais, merci, je ouais. sais pas ça. Faut... C'est quelque chose qu'on peut ressentir assez facilement, tu vois. Enfin, c'est humain, tu te compares aux autres, donc fatalement, tu vois des gens qui ont fait des trucs de fou, beaucoup même qui sont plus jeunes que nous, qui ont déjà fait des trucs de fou. Faut garder les pieds sur terre. Souvent, essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on a fait, nous. Souvent, faire une sorte de récap. Voilà ce que j'ai déjà fait, voilà sur quel projet j'ai déjà travaillé. Et finalement, on se rend compte assez rapidement que non, on a des connaissances, on sait faire des choses. Et voilà, ça permet de diminuer un peu ce sentiment-là. Mais fatalement, on le ressent tous. Je pense même pas que en tant que développeur. Je pense que ça arrive dans plein de domaines. Donc ouais, faut bien récapituler ce qu'on a fait par le passé pour. En fait, c'est pas que le syndrome de l'imposteur, parce que le syndrome de l'imposteur, c'est une partie de la courbe du syndrome de Dunning-Kruger, en fait. Parce que c'est-à-dire que quand tu découvres un sujet, tu vas être dans une phase de montée en compétence au début, où tu vas avoir l'impression de découvrir plein de choses et tu apprends énormément.
et du coup, tu as l'impression que tu es très très bon. Tu as l'impression que tu es très très bon dans ton sujet. Et ça va continuer, jusqu'au jour où tu vas être confronté à quelqu'un qui est vraiment meilleur que toi, et qui va te faire retomber à ta place, et qui va te faire comprendre que tu n'es pas si bon que ça. Et alors là, ça te fait l'effet inverse. Tu vas avoir une crise de confiance où tu vas te remettre en cause au point de te dire je suis vraiment nul, je suis vraiment très très mauvais. Et c'est une vallée qui est très dangereuse. C'est vraiment le moment où tu peux craquer sur ta carrière parce que tu te dis bah en fait, je pensais savoir plein de choses, mais en fait, je sais rien. Et peut-être que je me suis complètement planté. Non, c'est normal. Et du coup, après, petit à petit, tu vas te rendre compte qu'en fait, non. Le développement, c'est pas tu es bon ou tu es pas bon. En développement, tu as tout un tas de sujets qui sont très très différents. Tu peux avoir des sujets qui sont liés à de l'upload de fichiers, tu peux avoir des sujets qui sont liés à du traitement de données. Et on a tous des zones d'expertise dans lesquelles on est très bon et des zones dans lesquelles on est moins bon. Et après, sur le long terme, pour moi, tu développes ta vision où tu es capable de cartographier tes compétences, de savoir quelles sont tes forces, les sujets sur lesquels tu es vraiment solide, les sujets sur lesquels tu n'es pas solide et tu as besoin d'aide. Et je pense que c'est là où tu arrives à la maturité en tant que dev. Et je pense que le lead dev, c'est pas le dev qui est meilleur que les autres, c'est le dev qui est capable d'identifier les forces et les faiblesses de chaque dev et de les aider à combler les faiblesses qu'ils peuvent avoir, et qui est lui-même conscient de ses propres angles morts qu'il peut avoir. Bon, c'était profond, j'ai l'impression. Alors, oui, un mentor, je pense que c'est une bonne idée, Baza. Si tu es en formation et que tu veux quelqu'un qui t'aide, je pense qu'avoir un mentor, ça peut être une bonne idée pour progresser. Je pense que si tu bloques trop sur un projet, c'est qu'en fait, on t'aura mal placé. T'aurais pas dû... Si vraiment tu es en grande difficulté sur un sujet technique, c'est qu'on a peut-être mal évalué ton adéquation avec le poste. Et je pense que ça, c'est important aussi. On a la chance, on va parler tout de suite après. En tant que dev, on a beaucoup d'offres à disposition. C'est important de ne pas prendre la première qui nous vient à disposition. En particulier, si on sent qu'on est trop juste techniquement, c'est risqué de prendre une offre pour laquelle on va se sentir qu'on est complètement soit trop compétent, soit pas assez compétent par rapport à l'offre. Essayez de prendre quelque chose qui semble dans vos clous, ou en tout cas où on vous dit que si vous êtes débutant, c'est pas grave, on vous apprendra. Ça, c'est important. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième partie de l'émission très rapidement. Mais avant ça, j'ai prévu un petit sujet pour réagir à une actualité qui a pas mal fait le tour de LinkedIn, etc. Je vous en avais parlé. Ça fait un petit peu le lien entre la partie vidéo développeur et la partie dont on va parler sur le recrutement. Alors je vais essayer de vous partager ça parce que c'est un sujet qui est... On va le lire et je vais vous demander vos réactions à tous les deux. Et je pense que ça va être assez intéressant. Alors attendez, je reprends. Alors, le temps de travailler sur la scène OBS et ce sera bon. Hop, 2 petites secondes. Voilà, ça va arriver tout de suite. Je rebondis en attendant sur des commentaires du chat. Baza qui demande s'il y a d'autres plateformes que Open Classroom. En français, c'est quand même un des plus réputés. Moi, j'avais commencé là-dessus sur le site du Zéro à l'époque, sur une formation Java. C'est vraiment ce qui m'a appris la programmation. Souvent, tu auras plus de plateformes disponibles gratuitement en anglais. Je pense même tu peux trouver pas mal de formations même sur YouTube. Sur YouTube, tu as beaucoup de vidéos qui t'aident à te former même à un niveau très très débutant. En français, je sais pas si ça existe toujours, tu avais développé.com qui avait parfois des tutoriaux aussi. Donc ça peut être pas mal. Après, je trouve que Open Classroom a quand même une diversité de formations en français et que c'est difficile de soit trouver mieux. Alors, bonsoir aux derniers arrivants. Alors, ce n'est pas le premier live que je fais sur Twitch, mais c'est la première pour ce podcast consacré au développement informatique en général. Donc, on va passer sur la deuxième partie d'émission qui va porter sur le recrutement. Mais on va effectivement, je vais vous partager donc le fameux sujet dont je voulais parler. Alors oui, c'est Kaya, tu avais vu juste, c'est la fameuse histoire avec Shopify, etc. Alors, ça a beaucoup fait parler. Je voulais la mentionner dans ce podcast parce que c'est l'actualité récente et parce que en plus, c'est en adéquation avec la vision qu'on donne du métier de développeur à des juniors.
Donc voilà, donc on a le CEO, donc le PDG d'une entreprise qui fait donc il est développeur Shopify. Shopify, c'est un CMS, c'est-à-dire que c'est une solution de gestion de contenu e-commerce. Donc ça permet de déployer très facilement des boutiques, voilà. Et il y a des entreprises qui sont spécialisées pour créer des boutiques sur Shopify, etc. et qui ont besoin de développeurs pour ça. Et on va d'ailleurs parler d'une vision de la formation de développeurs ce qui est sujet à beaucoup de débats, vous allez voir. Alors, on va lire le post. 2021, il se reconvertit via Open Classroom. 2022, il donne une toute autre dimension à The Deployer, l'entreprise qui recrute. Lucas est le premier développeur Shopify à avoir rejoint la team en full-time. En pleine croissance, on n'avait vraiment pas le droit à l'erreur. Alors voici comment on s'y est pris. Prérequis, on cherche un gars qui gère HTML, CSS, JavaScript, Shopify, ça s'apprend rapidement. J'ai l'impression que la stack technique, elle n'est pas excessivement complexe. Je pense qu'à la lecture, on est d'accord. On cherche un gars cool, on s'en fout de son diplôme, et on pourra revenir un petit peu là-dessus. On cherche surtout quelqu'un qui apprend vite et qui sait rechercher. Enfin, on veut un bosseur et un mec qui aime ce qu'il fait. Ça fait un carnage sur Reddit ce post, exactement, on va en parler. Le côté bosseur et mec qui aime ce qu'il fait, il y a pas mal de sujets qui existent là-dessus et qui montrent que les développeurs qui aiment ce qu'ils font, c'est pas forcément les plus productifs d'ailleurs, parce que du coup ils prennent plus à cœur ce qu'ils font que les autres. On pourra en discuter. Processus de recrutement, on s'inspire de la piscine de 42. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils prennent 30 aspirants sur 7 jours de rush, avec des exercices sur Shopify tous les jours, et ils se corrigent entre eux et débloquent les niveaux suivants. Ce qu'on évalue, les interactions entre membres, réunis sur un Slack, courbe d'apprentissage et capacité d'adaptation, personne parmi les 30 aspirants avait déjà touché Shopify, organisation, gestion du temps et de la charge de travail. Sur les 30 aspirants, il n'en reste plus que 6 à la fin. On n'a pas pris le meilleur techniquement. On a choisi Lucas parce qu'il nous a impressionnés. Connecté de 8h à 23h, toujours en call avec un pair pour échanger sur les sujets actuels, précédents et suivants. Son niveau technique a pété en seulement 7 jours, c'est un gars cool. Après 3 mois, il a donné une nouvelle dimension à la boîte, on lui fait 100% confiance sur la prod et il intervient sur nos plus gros clients. Fun fact, il terminait son cursus Open Classroom 72 heures avant de commencer notre rush Shopify. Merci à toi Lucas d'avoir fait le pari d'une jeune boîte en développement, on se retrouve pour les prochains challenges. Alors, je pense que l'intention de ce CEO quand il poste son annonce, c'est de parler un petit peu de son approche du recrutement d'une façon qui semble positive. Et pourtant, ça a fait un bad buzz incroyable sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine et Alexandre, du coup, de ce qu'on vient de lire? Est-ce que vous avez des réactions un petit peu Sourire. Mais quelle belle histoire! Ouais. Quelle belle histoire! Ah non, c'est quasiment enfin, je trouve ça inadmissible, quoi. Pendant 7 jours, 30 développeurs, pas payés bien sûr, hein, pour développer quelque chose qui, ça se trouve, en plus, ils vont même le réutiliser ou au moins s'inspirer de ça. C'est Non, ça. non, il y a rien de bien dans tout ça. Et même, si tu prends le problème d'un point de vue de communication, vraiment pas fou, quoi. C'est voilà par quelle étape vous devez passer pour rentrer dans notre boîte. Ouais, À l'enfer. c'est pas un fake, hein, Sandra, et je confirme que les 7 jours sont pas payés. Alors, c'est vrai que il y a un premier sujet dans ce que tu dis là, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est les entreprises qui font passer des tests techniques qui sont la réalisation d'un prototype, quoi, d'un POC, dans le cadre du développement. Et ça, c'est une pratique qui est assez limite quand même parfois, parce que mine de rien, tu produis du code gratuitement pour quelqu'un qui parfois d'ailleurs te fait signer des documents comme quoi il peut le réutiliser. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup gêné dans le développement, enfin dans les prérequis, parfois dans certains postes. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Antoine, si t'as déjà passé ce genre de truc. Alors, pas personnellement, et je suis pas 100% contre cette idée. À partir du moment où en fait c'est bien clair et net que ça reste un prototype, qu'on va pas te demander de résoudre un problème ultra complexe. Alors j'en sais rien si c'est pour un poste de développeur Android de montrer que voilà, tu peux développer une application avec, je sais pas, tu requêtes une liste de posts Twitter ou de repos GitHub, et ensuite voilà, tu affiches cette liste, tu appuies sur un repo, ça te mène vers une page plus détaillée, point barre. Ça doit rester un truc très, voilà, très basique, et ça doit pas aller beaucoup plus loin. Pour moi, c'est plus ça, surtout sur du recrutement de développeurs juniors. Tu vois, tu vas pas demander un truc de fou. Alors du coup, donc il y a la partie sur ça, puis alors il y a la partie effectivement, donc 7 jours c'est quand même énorme.
Et c'est vrai Ouais. que ce qu'on retient, c'est le droit à la déconnexion, tu peux l'oublier, quoi. Parce que on le choisit pour sa disponibilité. Alors ça veut pas dire qu'il travaille de 8h à 23h tous les jours, mais il est disponible pour travailler de 8h à 23h et on retient ça comme critère positif de l'annonce. Moi, c'est ce qui m'a le plus surpris. Alexandre, qu'est-ce que tu aurais à Ouais. en dire, toi, de ton côté? Je vois que dans le chat, ça discute beaucoup, hein. Je savais que ce sujet-là allait faire réagir. Ouais, je regardais un petit peu les commentaires, voilà, de merci Lucas d'être un esclave. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément, c'est pas terrible. Le fait de s'inspirer de 42, bon, déjà, ça c'est quelque chose qui peut être, voilà, il y a du pour, il y a du contre. Je pense que chacun se fera un avis sur l'école et sur, bah, notamment les piscines. Le côté qui peut être intéressant, je trouve que c'est celui, par contre, sur l'échange, sur les discussions, le fait que tout le monde partirait d'un niveau à l'écouter à peu près zéro sur la techno et puis que tout le monde se forme. Par contre, sur la partie vraiment, ils travaillent 7 jours sur 7, ça c'est pas possible. Mais c'est un problème qui est assez français aussi, où on a toujours l'impression que plus on bosse, mieux c'est. Alors que dans certains pays, notamment en Scandinavie, c'est totalement l'inverse. Pour beaucoup, le fait de beaucoup travailler, c'est aussi un manque bah, peut-être d'efficacité. Donc voilà, chacun a une vision. Moi, je partage pas du tout le point de vue là de cette personne, ça c'est sûr. Mais il y a quelque chose qui me... Le sujet des piscines, il a toujours été sensible. Depuis que 42 a ouvert, Ouais. avant il y y avait Epita, c'était pareil, enfin Epita Epitech. Mhm. Et c'est vrai Et que puis, on te plonge dans le bain et tu dois te débrouiller pour sortir du logiciel, etc. et réaliser des projets dans un temps assez court. Et c'est vrai que tu as une charge de travail qui est vraiment, vraiment importante. Et c'est sport, mais c'est vrai que je trouve que, enfin, pour certains, je comprends que ça puisse représenter un challenge. Là, par sûr. contre, où je suis pas d'accord, c'est quand on va essayer de te faire croire que cette vision du travail de dev, c'est la norme chez les développeurs. Enfin, moi, je sais pas ce que tu en penses, Antoine. C'est pas la norme, c'est l'exception. Les boulots où on te demande de travailler 70 heures sur une semaine pour pouvoir être capable de livrer à la fin de la semaine, c'est l'exception, c'est pas la norme. Non, mais complètement. C'est même avant le télétravail, tu pouvais avoir des semaines de rush où voilà, je sais pas, t'as une semaine d'une mise en prod importante, donc là tu travailles plus fatalement, mais ça reste assez exceptionnel. En général, le fonctionnement agile et le fonctionnement en sprint te permet de découper les tâches pour avoir une charge de travail voilà, que tu sais que tu peux atteindre sans pour autant faire du 8h, 23h tous les jours. Voilà, faut vraiment que ça reste exceptionnel et je pense que même tu peux t'arranger pour ne jamais avoir à le faire. Bon, on parlait des arguments contre l'idée de faire des gros rushs avec beaucoup de charges de travail comme ça. Moi, je pense que l'un des inconvénients, c'est que tu as la tête dans le guidon. Quand tu as la tête dans le guidon, tu peux pas prendre de recul sur ce que tu produis. Tu peux pas prendre Mm. de recul sur la qualité de ton code. Et surtout, tu peux pas prendre de recul sur la qualité de ton produit fini en général aussi. C'est pas qu'une question de qualité de code, c'est une question aussi de savoir enfin, quelle est la qualité du rendu que tu fais. Et, je reviens aussi sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que la productivité d'un développeur n'est pas proportionnelle au temps passé. Et quand tu travailles trop, au bout d'un moment, mentalement, tu tiens pas. Enfin, t'arrives pas à avoir les bonnes idées, t'arrives pas à avoir le clos sur ton code, t'arrives pas à travailler correctement si tu travailles autant. Et je pense que c'est. Il faut vraiment, si vous êtes junior, que vous êtes dans le chat, il faut vous dire voilà, ça c'est pas la norme. Je pense on a tous été d'accord là-dessus. Ouais. Puis tu parlais de longues périodes de développement. Beaucoup de fois, j'en ai beaucoup entendu parler de gens, c'est genre ils sont sur un problème pendant des heures et des heures et des heures, ils n'y arrivent pas. Le lendemain matin, après une nuit de sommeil, ils arrivent et en un quart d'heure, le développement est fait. Rostar, Très souvent, je précise qu'on parlait du modèle piscine, là, hein, pas forcément spécifiquement du fait de se rendre disponible de 8h à 23h, parce qu'il ne travaillait pas de Oui, 8h oui. à 23h. ouais, C'est plus le modèle piscine et le fait que le modèle piscine, il t'impose quand même de faire des gros rushs de 60-70 heures dans la semaine, quoi. ouais, ça c'est hardcore. Ok. Il y a d'autres choses qui. Enfin, ouais. Bon, c'est intéressant, hein, quand même, les réactions que ça a suscité, ce sujet, enfin, en peu de temps. Je trouve que c'est assez intéressant. Pour moi, c'est positif parce que ça montre quand même qu'il y a une prise de conscience sur l'évolution du métier de dev, quand même. Et enfin, pour moi, c'est plutôt positif. Mais c'est vrai que ça veut dire aussi que comment on dirait, quoi, l'ancien monde tarde à mourir, quoi. Parce qu'il y a encore des gens aussi Mhm. qui croient en cette vision-là, quoi. Ouais. Bon, bah écoutez,
je pense que c'était intéressant qu'on puisse aborder ce sujet. Je vois qu'en tout cas, ça a fait discuter. C'était le but aussi. Alors, on va reprendre la scène traditionnelle. Voilà. Pour répondre à Eurostar, je pense que c'est pas le fait d'avoir été prévenu de ce fonctionnement piscine. Ça, voilà, je pense que le candidat était totalement pour. Je pense que le vrai problème, c'est plus dans le critère de sélection de ce fameux candidat, où dire que c'est lui qui a été choisi parce qu'il était connecté de telle heure à telle heure, ça voudrait dire qu'à côté de ça, les autres étaient peut-être plus des feignants. Et c'est ça qui est peut-être un peu plus, je pense, remis en question que le fait de s'embarquer évidemment dans un fonctionnement de piscine qui. Je ne peux pas reprocher à une personne qui l'accepte de l'avoir Bien fait. sûr. Enfin, je veux dire, ça c'est normal. Tu cherches du boulot, parfois, tu veux vraiment te mettre toutes les chances de ton côté. Tu peux penser que ça va être une expérience formatrice pour toi. Enfin, pour moi, j'ai aucun souci avec ça. C'est plus la moralité aussi au niveau de l'employeur Ça. de dire que tu vas prendre 30 personnes, que tu vas les mettre en piscine pour un poste de dev, quoi. Enfin, c'est chaud. Je trouve que c'est chaud. Mais enfin, on est là aussi pour en discuter, pour argumenter. Bien sûr. C'est ce que voulait la boîte qui était bête, pas les participants ni cet event. Oui, bah, on parle de ça, effectivement. On parle de ce que voulait la boîte. C'est discriminant pour ceux qui ont des problèmes de santé. Alors, c'est vrai qu'on parle assez peu de la discrimination à l'embauche, au-delà des critères, simples critères enfin, les plus visibles. Enfin, voilà, bon. C'est pas que la discrimination raciale à l'embauche qui peut se passer ou des choses dans ce genre, mais c'est un sujet qui est intéressant et je pense que Sacramentix, ce serait important qu'on l'adresse aussi, ce sujet à l'occasion, qui est intéressant. Question peut-être déjà adressée et un peu bateau, mais le marché n'est-il pas un peu saturé là? Sauf si tu as un crack dans un langage ultra rare. Moi, dans mon cas, je le fais par curiosité pour comprendre comment ça fonctionne derrière nos écrans. Alors, moi, je vais donner ma vision, et puis c'est un sujet dont j'ai beaucoup discuté avec des personnes du chat, notamment Soon. En 2020, pour 10 postes de développeurs qui étaient sur le marché, tu avais 4 candidats. C'était le ratio qui était en 2020, il y avait une étude qui était sortie. Je ne sais pas quel langage ça prenait en compte, je me souviens de ce chiffre parce qu'il m'avait marqué. Je sais qu'en développeur, on n'a pas de difficulté à trouver du boulot. Alors, les juniors, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'on va parler vraiment de la partie junior dans la suite du podcast. Mais une fois que tu as un petit peu d'expérience, je pense qu'on est d'accord, Antoine, déjà, parce que c'est notre ressenti personnel. Je pense que les sollicitations LinkedIn, on en reçoit en quantité toutes les semaines. Et je sais que quand j'ai voulu changer de boîte sur mon dernier poste, ça m'a pris une semaine. Très clairement. Alexandre? Ouais. Après, c'est vrai qu'on peut se poser des questions en tant que développeur junior. Est-ce que je vais réussir à trouver une boîte? Alors oui, 100%. Après, c'est même aller plutôt dans une bonne boîte. C'est plutôt, on a l'embarras du choix et voilà, faut aller plutôt vers des boîtes intéressantes qui, voilà, là où on a éventuellement un peu de risque, c'est sur la paye. Effectivement, en tant que junior, effectivement, on a moins d'arguments à faire valoir, fatalement. Mais voilà, surtout, faut pas s'arrêter au premier entretien qu'on passe. Fatalement, on va en passer pas mal. On peut avoir des offres suite à un premier entretien. Pas une bonne idée de s'arrêter et d'y aller directement, justement. Il faut expérimenter un peu le terrain, voir les différentes offres possibles, voir ce que la boîte offre. Alors évidemment, la paye, c'est un argument. Mais après, bon, je vais parler en tant que consultant. Là, c'est plus... Souvent, moi, j'accordais de l'importance sur le suivi du consultant. Donc, faut voir un peu qu'est-ce qui vous importe, vous. Est-ce que vous avez envie plutôt de rejoindre une boîte où voilà, ils sont très exigeants sur la qualité de code pour pouvoir vous-même vous améliorer? Ou alors est-ce que vous voulez travailler en tant que consultant et vous accordez beaucoup d'importance sur le suivi du consultant et pas être juste placé dans une boîte et oublié? Il faut voir un peu à quoi vous accordez de l'importance et ensuite du coup comparer les différentes offres en fonction de ça, en fonction de vos critères. Il commence à y avoir beaucoup de questions. On va peut-être pas pouvoir tout prendre parce qu'il y en a vraiment beaucoup et il faut qu'on avance aussi sur les sujets. Surtout que ça parle beaucoup des technos. Réponse très rapidement. Les technos saturés en général, c'est celles qui étaient très demandées à une époque et pour lesquelles il y a beaucoup de devs qui sont formés, mais qu'il y a beaucoup moins de demandes parce qu'elles sont oubliées. Et du coup, c'est pas qu'elles sont saturées, c'est qu'il n'y a plus assez de postes qui se créent pour le pool de développeurs qui la connaissent. Et du coup, ces développeurs, il faut qu'ils se réinventent sur de nouvelles technos.
Ce qu'on appelle une boîte intéressante, c'est un sujet très très compliqué parce que. Pour chacun. Ouais. Mais par contre, moi, ce que je veux dire effectivement, c'est la différence entre la boîte qui va voir le dev comme un webmaster qu'on va payer au salaire d'un bac plus 2, presque au SMIC, etc. Ça, c'est pas du dev. Si vous êtes un dev, vous pouvez prétendre à plus que ça. Après, par exemple, il va y avoir des débats, est-ce qu'on est pour ou contre les entreprises de services numériques, parce que c'est un mode de fonctionnement différent. Il y en a qui vont dire, ouais, est-ce qu'il faut se mettre en freelance ou pas. Comment est-ce qu'on va juger est-ce qu'une entreprise elle est bonne ou pas. Bon, il y a des outils, hein, je pense que pareil, ce serait intéressant de discuter des outils comme Glassdoor ou des choses dans ce genre, pour vous faire une idée des entreprises qui recrutent. Mais après, c'est vrai que c'est beaucoup de critères subjectifs. Je pense que c'est compliqué d'y répondre en quelques minutes. On parle beaucoup de Ouais. CRM aussi. Effectivement, c'est vrai que ce qui est important, c'est que si vous voulez évoluer dans votre carrière, ne vous lancez pas par exemple comme développeur WordPress en restant que sur ça pendant des années, parce que sinon vous allez vraiment vous enfermer là-dessus. Et quand vous allez aller voir une entreprise qui va recruter sur une techno et pas sur un CRM, vous allez avoir du mal à vous vendre, et je le sais parce que ça m'est arrivé une fois dans ma carrière. Vous allez avoir du mal à vous vendre sur la techno plutôt que sur le CRM, et ça peut avoir une connotation assez négative. Alors ça dépend, hein, parce qu'il peut y avoir je me souviens qu'à l'époque, par exemple, tu avais des développeurs spécialisés Magento qui étaient un CMS e-commerce, qui pouvaient avoir des rôles très très qualifiés, qui étaient très bien rémunérés, mais en général, on peut vous enfermer sur entre guillemets, les postes de dev les moins intéressants et les moins bien rémunérés. Après, c'est pas qu'une question de rémunération. Voilà, je sais pas si je pense que ça répond à peu près à ça. Je vous propose qu'on commence justement à parler de cette partie recrutement de dev junior. Parce qu'effectivement, je pense qu'un développeur qui a de l'expérience, il n'aura pas de souci à trouver un poste. C'est vraiment le junior qui peut avoir. Oui, CMS, pardon, excuse-moi, j'étais fatigué. C'est la fatigue, je parlais de CMS. Mais merci Kaya pour la reprise. Donc je pense que pour un développeur expérimenté, c'est pas très compliqué de trouver un boulot, puis vous savez comment vous positionner pour vous faire recruter. Mais un dev junior, alors déjà le problème c'est que vous allez trouver sur beaucoup d'expériences qui vous disent on cherche un dev qui est débutant, mais qui a 3 ans, 4 ans. Genre Citry m'a cité par exemple une annonce où on cherchait un développeur débutant 8 ans d'expérience. Pourquoi les boîtes qui recrutent sont-elles parfois autant à côté de la plaque? Alexandre, est-ce que tu as une réponse à nous fournir là-dessus? Malheureusement, non, j'ai pas de réponse. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que les sociétés veulent un mouton à 5 pattes. C'est bien connu. Ouais. Je travaillais avant dans un cabinet de recrutement où voilà, le client me disait, bah voilà, ma liste de courses, c'est ça. Malheureusement, il faut réussir à faire comprendre que ça n'existe pas. C'est juste pas possible. Et ce genre d'annonce, ça peut donner aussi une première vision de cette société et se dire qu'elle est peut-être pas faite pour vous parce que déjà eux-mêmes n'ont pas l'air de savoir ce qu'ils veulent et sont assez contradictoires dans leur démarche. Donc ça porte à sourire. Après, non, malheureusement, il y a pas de justifié. Enfin, ouais, on pourra pas le justifier ce truc. Alors c'est vrai que Baza me dit que ça fait une présélection. Est-ce que tu as vu ça utilisé comme présélection parfois? Genre pour décourager les juniors qui manqueraient un petit peu de niaque et qui oseraient pas aller plus loin? Est-ce que tu penses que ça peut être une raison? Non, je pense pas. Justement, je pense pas parce que, au contraire, moi, j'aime bien quand voilà, je reçois des candidatures de personnes qui sont bah voilà, juniors, jeunes diplômés et qui se permettent enfin qui voilà, qui candidatent à des annonces même pour des personnes seniors. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que une annonce, oui, c'est bien beau. Cependant, tous les postes à pourvoir en interne n'ont pas forcément des annonces qui tournent sur les job boards. Donc ce qui peut être intéressant, c'est que si vous voyez au moins une société qui peut vous plaire avec des technos qui vous plaisent, ça peut être intéressant quand même de candidater parce qu'on va peut-être pouvoir vous imaginer ailleurs. Et c'est souvent comme ça qu'on crée en fait des opportunités. C'est en se disant bon, ok, monsieur, merci d'avoir candidaté pour ce poste-là. Je confirme que ça va pas le faire. Par contre, voilà, votre profil pourrait être très bien peut-être en complément d'un profil beaucoup plus senior qui pourra vous aider à monter en compétences. Je vous imagine bien en binôme avec un tel. Et souvent, ça peut être intéressant de plutôt avoir cette vision et ce côté un petit peu, un petit peu de coup de poker, de candidater à des annonces qui, malgré tout, sont pas faites pour vous. Ok. Alors c'est intéressant ce que tu dis. Je vais poser la deuxième question que j'avais pour toi et après on reviendra sur la question d'e-drone qui pour moi est assez intéressante et assez importante. Mais du coup, tu es développeur junior, t'as pas forcément eu d'expérience, tu arrives devant un recruteur.
comment est-ce que tu peux compenser cet inconvénient, tu pars dans une position un petit peu défavorable, pas forcément rédhibitoire, mais un petit peu défavorable. Bien sûr. Comment est-ce que tu peux compenser? Sur quoi tu peux jouer pour compenser le manque d'expérience, en tout cas dans une entreprise, etc. Enfin, qu'est-ce que tu as comme levier? Je dis pas que ça va marcher pour tout le monde, mais qu'est-ce que tu peux faire pour renforcer tes chances? Ouais. Bah, déjà, ce qui est hyper important à garder en tête, c'est que un recruteur, ce qu'il va regarder en premier, c'est aussi votre savoir-être. C'est bête à dire, mais un savoir-faire, ça s'apprend. Un savoir-être, malheureusement, c'est souvent moins le cas. Donc, il faut réussir à être, voilà, à rester naturel, et puis surtout à montrer bah, ses forces. Si votre force c'est la curiosité, on a parlé tout à l'heure de la veille technologique. Si vous, voilà, vous êtes quelqu'un qui est jeune diplômé, mais qui fait beaucoup de veille, qui vous intéressez un petit peu à toutes les nouveautés, à tous les frameworks, les évolutions, c'est important de le mettre en avant puisque ça montre que peut-être derrière vous allez réussir aussi à vous adapter bah, sur le poste ou du moins dans la société. Donc faire jouer vraiment les côtés vraiment soft skills que vous pourriez avoir. Et puis après, ce qui est, je trouve, important, c'est la curiosité. Quand on passe un entretien, ça se prépare. Ça, c'est bon, ça peut être un discours peut-être un peu bateau de RH, mais un entretien, ça se prépare. Faire quelques recherches sur la société. Moi, je trouve ça très plaisant quand je suis en entretien avec un candidat et qui me dit, bah voilà, j'ai été voir votre société, ce que vous faites, machin, Great Place to Work, peu importe, il me sort des chiffres et je me dis, bon, au moins il a eu la curiosité d'aller se renseigner, de voir si c'est un environnement qui peut lui plaire. Et ça, c'est beaucoup mieux que quelqu'un qui nous dit bah non, j'ai même pas été voir votre site internet, je sais pas ce que vous faites. Là, déjà, même si c'est un profil senior, il va se tirer une balle dans le pied. Ok, c'est assez intéressant, c'est très complet. Je pense qu'effectivement, ça va répondre à pas mal d'interrogations que se posent les juniors qu'on a dans le chat. Alors, je vais reprendre une question à laquelle je vais répondre de mon côté, celle d'Hydrone. Donc, les formations étant de plus en plus accessibles, ayant une durée globalement similaire de 6 à 8 mois, et apportant à la fois une certification front et back, sont-elles bien vues par les entreprises? Alors, c'est un petit peu lié à l'évolution des profils de développeurs, parce que pendant très longtemps, les développeurs qui arrivaient sur le marché, c'était plutôt des gens qui avaient fait des licences et masters en informatique, des gens qui avaient fait des IUT en informatique, parfois des écoles d'ingénieurs. Mais en général, on arrivait sur le marché après avoir fait des études qui n'étaient pas forcément liées avec les technos. Genre, moi, je suis développeur aujourd'hui. Il n'y a aucune des technos sur lesquelles je travaille qui a jamais été abordée dans mon école. Moi, mon école, elle m'a un petit peu apporté une culture technique, ça c'est vrai. Par contre, c'est vrai, effectivement, c'est vrai que en général, on se complétait avec des formations qu'on faisait de notre côté, bah, sur le site du zéro, qui est devenu par la suite Open Classroom, etc. Mais on avait quand même les diplômes, c'était structurant. Et c'est vrai qu'on a quand même un phénomène qui est émergent et qui, enfin, je me rends compte même ce soir en voyant un petit peu vos interventions, qui prend énormément d'ampleur, c'est les formations par des organismes comme Open Classroom ou d'autres, qui vous donnent un diplôme, enfin, c'est pas vraiment un diplôme au sens de l'État, mais c'est un diplôme qui certifie que vous avez fait une formation. J'ai vu le contenu de ces formations, je les trouve très complètes. Je pense que si vous avez fait ce genre de formation, essayez de viser plutôt des startups et des entreprises où vous allez pouvoir interagir directement avec les personnes techniques qui vont vous recruter pour le poste. Parce que pour l'instant, les mentalités vont évoluer petit à petit, mais on n'y est pas encore. Et vous aurez plus de chance en postulant sur ce genre d'entreprise où on va plutôt tester à challenger ce que vous savez faire directement plutôt que quel est votre diplôme, etc., etc. Parce que mine de rien, pour beaucoup d'entreprises, le diplôme, ça reste un critère important. Et surtout pour les entreprises qui sont en place depuis plusieurs années. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête. Je sais pas si ça complète, si tu partages un petit peu ce point de vue, Antoine, peut-être aussi, de ton ressenti personnel. Ouais, complètement. Viser les startups, c'est une bonne idée. J'avais cru lire dans le chat que quelqu'un avait eu pas mal de difficultés pour trouver une alternance. C'est quelque chose, ouais, ça peut parfois être compliqué parce qu'on n'est même pas junior en tant que tel, on est encore dans les études. Et je sais que il y a des entreprises qui peuvent recruter des alternants parfois, ou même le faire en candidature spontanée, ça peut marcher aussi. Quelque chose que j'aime bien voir aussi, parce que je fais passer des entretiens techniques, c'est de voir les différents projets sur lesquels vous allez travailler. Donc même au sein d'une formation, on fait forcément de la formation aussi par projet, donc mettez ça en valeur. Aussi, parfois aussi la diversité des technos sur lesquels vous avez bossé, je trouve que c'est un argument. Parce que ça montre que vous n'êtes pas cantonné qu'à une seule technologie, mais que vous avez taffé différentes technos.
Et voilà, c'est des choses qu'il faut savoir mettre en valeur, même pendant un entretien. Ça montre que aussi qu'il y a de la curiosité technique, ce dont a parlé Alexiane. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui peut toujours vous aider lors d'un entretien, en tout cas. Est-ce que, pour se faire recruter en tant que dev junior ou pas d'ailleurs, il faut avoir des réalisations sur son GitHub ou un portfolio? Parce que moi, par exemple, je vais le dire, hein, j'ai un GitHub perso, mais il est tellement bordélique que tous mes repositories sont en privé parce que j'aurais pas la foi de les montrer. Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de super important? Moi, personnellement, en tant que chargée de recrutement, c'est pas quelque chose que je vais regarder. Déjà, d'un, parce que j'ai pas les connaissances techniques pour, et j'ai pas honte de le dire. J'aurais beau avoir un GitHub en face de moi, c'est pas quelque chose que je vais comprendre. Mais c'est surtout parce que, comme tu l'as dit, voilà, il y a une différence entre ce qui peut être fait en entreprise, ce que tu vas faire dans le côté perso. Moi, à la rigueur, je vais plus m'intéresser sur voilà, les projets sur lesquels vous avez travaillé. Une fois, j'ai rencontré, je me rappelle très bien, un candidat qui m'a dit, bah moi, j'ai développé un petit outil qui me permettait de générer des codes promo chez Burger King. Et donc il avait fait ça avec son petit langage et du coup à chaque fois qu'il allait au Burger King, grâce à ça il arrivait à avoir des promotions, un burger offert et ainsi de suite. Et j'ai trouvé ça super. Et voilà, je préfère quelqu'un qui va plutôt me mettre en avant des projets perso sur lesquels il a travaillé, des sites. J'ai eu quelqu'un aussi qui avait fait un site de référencement des Pokémon et plutôt que me montrer un GitHub qui malheureusement pour moi en tout cas sera pas compréhensible, même si derrière on pourra l'envoyer Ouais. à une personne vraiment qui pourra le Mm. juger Bah, techniquement bien sûr. ça va être un petit peu la même chose, c'est-à-dire que le GitHub va contenir le code source alors que l'application elle sera déployée peut-être dans un environnement, etc. Et c'est vrai que Mhm. par exemple, on a parfois tous des applications qui sont sur GitHub mais qui sont peut-être pas toutes déployées. C'est le standard public parce que c'est un petit peu la solution de contrôle de code source public la plus accessible. Et ça va être en mission, une fois que tu as un poste, c'est pas le standard. Enfin, c'est un des standards, mais il y en a d'autres. Il y a GitLab, par exemple. Mais pour toi, en tant que développeur perso, en général, oui, c'est le standard. Ouais, le bazar. Et De mon côté, le GitHub, quand je le vois sur le CV, souvent je vais aller le regarder. Pour moi, c'est pas quelque chose de rédhibitoire, c'est-à-dire si je vois du mauvais code, je vais pas tout de suite me braquer. Je suis le premier à avoir posté du mauvais code sur GitHub, hein, des choses qui peuvent même parfois dater. Donc parfois c'est pas vraiment à jour. Donc, mais j'aime bien avoir la curiosité d'aller regarder quand même pour voir un peu sur quel projet le candidat a travaillé, avec quel langage il a utilisé. Mais après, j'attends aussi du candidat qui me décrive les projets sur lesquels il a travaillé. Un candidat que j'avais vu il y a quelques temps m'avait parlé d'un petit projet perso qu'il avait fait, que je trouvais pas mal. C'est-à-dire qu'il avait un jeu sur son PC qui communiquait avec un serveur. Et son but, c'était en fait de récupérer les trames réseau, donc tout ce qui est envoyé, tous les inputs qui sont envoyés sur le serveur, pour ensuite créer un bot qui pouvait le répercuter, refaire ces mêmes inputs et jouer automatiquement au jeu. Je trouvais ça super intéressant. Donc, pouvoir parler de ces projets avec aisance et même parler de projets perso, je trouve que ça me met encore plus en valeur que juste le repo GitHub. Et alors, si vous avez des projets qui sont en production, par contre, qui sont utilisés par des utilisateurs, etc., ça pour moi c'est super important, il faut les mettre en avant. Euh, Ah bah complètement. je vais un jour je ferai venir un développeur que je connais. Je sais pas s'il est dans le coin, peut-être dans le chat, c'est Cuenca qui a développé le site communautaire francophone de référence sur un jeu vidéo qui est très très utilisé, qui a beaucoup de visiteurs et qui a tout appris à son compte et qui pourtant a le syndrome de l'imposteur parce qu'il n'a pas appris le développement de façon conventionnelle, parce qu'il a appris tout seul de son côté. Et je vois les fonctionnalités qu'il développe, la capacité qu'il a de les livrer rapidement et de bien anticiper les besoins utilisateurs, etc. Je suis bluffé. Et c'est très très dommage parce que c'est une personne comme ça qui. Enfin, je pense que ce genre de personne-là, elle aurait tout à fait intérêt à. Enfin, elle aurait tout à fait sa place dans une entreprise de développement, mais il n'a pas. Enfin, tu vois, il y a ce blocage-là de te dire j'arrive pas. Mon chemin de formation, il n'est pas traditionnel. Et voilà. Le dev focus sur une techno a autant de chances de trouver un emploi que full stack. Pour moi, c'est complètement indépendant. Ça n'a pas forcément grand chose à voir. Je pense que si tu es JavaScript, c'est bien d'être full stack parce que ça coûte rien. Ouais. Voilà. Si t'es pas JavaScript, t'es pas. Si ta stack de back c'est pas JavaScript, tu peux apprendre le JS en front pour pouvoir faire du front. Mais je pense que les profils full front, c'est quand même plus difficile à caler qu'un profil full back.
un profil fullback. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Ouais. du coup, Alexandre. Je pense qu'il y en a moins, hein, des Ouais, full front. complètement. Complètement, c'est vrai que des profils vraiment full, enfin que front, ça va être un peu compliqué. Euh, Autant avoir plutôt du coup un full stack, même s'il a une répartition de 70 front, 30% back. Mais c'est parfois cette compétence justement en back qui va faire pencher la balance un peu plus voilà, vers peut-être ce candidat. Et à l'inverse, quelqu'un qui fait que du back aura aussi plus de chances de trouver que quelqu'un qui fait voilà, que du front. Donc comme tu l'as dit, ça va dépendre aussi des technos. Quelqu'un qui fait du JavaScript aurait peut-être plus intérêt à essayer de faire du back et du front du coup. Ouais, je pense qu'on est à peu près aligné sur ça. Je pense que les rôles full Mm. front, c'est peut-être parfois des profils plus d'agences qui fonctionnent Ouais, sur des CMS en headless et qui vont utiliser par exemple du React pour le greffer sur un WordPress et c'est super calé. Alors, Alexandre, les entreprises te demandent quoi comme profil exactement? Un bon dev ou un bon profil? Alors, je vois pas la alors différence. ouais. Ouais, alors déjà, ce que je voulais faire, c'est rebondir sur une autre question que tu avais posée, enfin une autre question, une réflexion que tu as fait tout à l'heure, Eurostar, c'était par rapport au fait de, en entretien, ce qui est difficile, c'est de pas forcément, enfin de pas être humble. Alors, ce qui est très important, c'est qu'on a parlé tout à l'heure du syndrome de l'imposteur. Nous, en tant que RH, on a aussi un gros problème avec ce qu'on appelle le syndrome du super-héros. Donc, il faut rester humble et réussir à faire comprendre que on n'a pas non plus la science infuse, on connaît pas non plus tout sur son métier. Quelqu'un qui nous dit oui, grâce à moi, le code il a marché, il a fait ceci, il a fait cela, c'est super. Mais moi, je préfère des gens qui parlent pas forcément avec le jeu, mais avec le nous. Voilà. Mm. Nous, on a fait ça en équipe. Du coup, on était temps. Grâce à ça, on est arrivé là. Et le syndrome du super-héros est presque, je trouve, pire que le syndrome de l'imposteur en entretien. Donc, gardez en tête le fait que voilà, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses et de vouloir montrer des choses hyper incroyables en entretien. Montrez plutôt ce dont vous avez envie, ce que vous souhaitez faire vers le futur et comment vous souhaitez en arriver à ce stade. Et c'est plutôt ça qui va, voilà, qui va faire la différence. Ouais, moi, je pense Donc ça, c'est très important. qu'effectivement, c'est important. Je pense que si on me demandait aujourd'hui quelle est la qualité la plus importante qu'on attend d'un développeur, c'est l'humilité et la capacité de remise en cause. Parce qu'on parle d'être expert, par exemple, j'ai du mal à concevoir. Enfin, il y a des profils qui sont très très bons, il y a des développeurs qui sont impressionnants, mais en général, pour pouvoir se qualifier comme expert sur un sujet, c'est ouvrir la porte à des. Genre, tu vas te faire challenger sur un détail sur ta Ah, mais techno complètement. et on va te montrer qu'en fait, tu ne connais pas tout sur ta techno. Et en fait, du coup, tu vas te C'est rendre. ça. Enfin, c'est un petit peu la courbe dont je parlais tout à l'heure, hein, on la reprendra un petit peu à l'occasion. Ouais, du coup, revendiquez-vous comme expérimenté, mais jamais comme expert. Parce C'est que ça. c'est un risque. Se positionner en tant qu'expert, si vous êtes vraiment très confiant, alors, on va parler justement entre qualité humaine versus qualité technique juste à présent. Rostar, je pense que effectivement c'est directement dans la lignée. Mm, mm. C'est vrai que, alors surtout pour un junior, je pense que si tu as les qualités humaines et le bon mindset pour être développeur, ça prime sur la technique. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu es d'accord avec ce parti pris? Mais moi, je pense qu'en tout cas pour un junior, si tu compenses avec de solides qualités Complètement. humaines, tu arriveras très facilement à trouver un poste. Complètement. Vraiment là-dessus, je partage le point de vue, mais même quand tu es senior, hein, d'ailleurs, je tiens aussi à le préciser pour les profils seniors. Voilà, j'ai déjà dit tout à l'heure, le savoir-être sera beaucoup plus regardé qu'un savoir-faire. Et trop mettre en avant le savoir-faire, comme tu viens de le dire, c'est tendre le bâton pour se faire battre, parce que nous, derrière, on a évidemment des profils qui eux aussi sont très forts, qui participent à des hackathons, à voilà, plein de choses, et qui pourront peut-être voilà, vous mettre en difficulté, et ça va pas du tout vous servir, au contraire, ça risque même d'être malheureusement éliminatoire. Donc, faut plutôt mettre en avant, comme l'a dit, alors je sais plus, je l'ai vu passer, je crois que c'est Sandra, enfin, qui avait marqué, voilà, ce qui est important, c'est aussi de parler de ses échecs. Et c'est vrai que c'est bien, et moi, c'est une question que je demande souvent en entretien. Je suis pas là pour demander les qualités et les défauts, ça m'intéresse pas. Par contre, c'est plutôt savoir, voilà, sur le poste, c'était quoi la plus grosse difficulté à laquelle vous avez été confronté, et surtout comment vous avez réussi à la confronter, enfin, voilà, à passer outre. Et c'est aussi le cas avec des profils jeunes diplômés qui ont peut-être qu'un stage en entreprise. Je vais leur demander, bah voilà, pendant ce stage, c'était quoi la plus grosse difficulté? Sur un stage de 6 mois, on se doute bien qu'on n'a peut-être pas pu aller non plus au bout des choses et partir d'un projet from scratch, mais se dire comment tu as réussi. Est-ce que c'était des difficultés pour comprendre la techno sur laquelle tu étais? Est-ce que c'était des difficultés plutôt pour t'investir auprès de l'équipe? Et voilà, je préfère avoir ce retour que quelqu'un qui en effet va se la péter un peu. Ok. Je
pense qu'effectivement, ce point-là, on est à peu près d'accord dessus, et surtout sur les juniors. Bon, après, sur les seniors, effectivement, il faut quand même montrer que vous justifiez votre. Enfin, si vous n'avez pas un niveau Ah technique bah qui oui, est à la hauteur de votre expérience, le problème c'est qu'on va se demander pourquoi est-ce que vous avez stagné, pourquoi est-ce que vous avez fait du surplace pendant X ans. Et ça, c'est important de toujours. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le métier de dev, bah, il faut toujours se remettre en cause et toujours réapprendre et se réinventer parce que bah, dans 10 ans, les technos que vous connaissez, peut-être qu'elles seront inutiles et que du coup, bah, si vous vous réinventez pas, vous serez bloqué sur le type de poste que vous pouvez prendre. c'est ça. Euh, Et du coup, juste par rapport à la partie bête de code pour les profils vraiment juniors, là justement on est dans la phase où moi je rencontre énormément de profils juniors qui sont pour la plupart bientôt diplômés, qui seront diplômés là courant de l'été ou en septembre pour certaines écoles. Et les profils sont quand même souvent assez similaires. C'est soit un stage de fin d'études, soit c'est à la rigueur 2 ans d'alternance, ça va dépendre. Donc ce qui va vraiment permettre de faire la différence, c'est le savoir-être. Parce que bon, le savoir-faire, on se doute bien que tout le monde aura vu à peu près la même chose, qu'on n'aura pas travaillé non plus sur des projets forcément très complexes. Donc il faut vraiment se démarquer là-dessus. Et du coup, la question, tu te vois où dans 10 ans? Bon, moi je la pose pas forcément. Ce qui est important, c'est que on peut pas savoir, je pense, en tant que développeur, où est-ce qu'on va se voir dans 10 ans, parce que déjà on sait pas comment le métier va évoluer. Vous avez parlé tout à l'heure de possibilités pour qu'on puisse coder à votre place presque. Donc est-ce que vous allez toujours exister dans 10 ans? Je ne sais pas. Mais ce qu'il faut aussi essayer de voir à travers cette question, c'est plutôt voilà, est-ce qu'il y a une envie d'évolution? De se dire, aujourd'hui, je peux rencontrer des développeurs qui ont 5 ans d'expérience. Je vais leur demander, est-ce que vous comptez toute votre vie rester sur le dev ou est-ce que vous n'avez pas envie de devenir tech lead? Pourquoi pas, comme Florent l'a dit, de passer sur un poste un peu plus de Scrum Master. Donc, ayez plutôt cette réflexion vraiment, plus que se dire, voilà, où est-ce que je me vois. Ouais, moi c'est pas. Enfin, sur les entretiens techniques, on va parler des entretiens techniques après, c'est pas une question Mm, qui mm. m'intéresse du tout. Parce que j'ai déjà du mal à me visualiser dans 2 ans, et pourtant j'ai quand même 10 ans de bagage derrière moi, enfin un peu plus même. C'est ça. Et du coup, je pose pas cette question parce que enfin, elle met mal à l'aise la personne en face pour de mauvaises raisons en fait, je trouve. Alors, il y a des Complètement. questions par contre qui sont intéressantes. Je trouve que peut-être Alexandre, pour celle de Mister Freeze, tu pourras donner un petit peu ton avis. Alors, attends, Donc, en reconversion, en tant que junior, peut-on valoriser une certaine maturité professionnelle pour obtenir un salaire d'entrée plus avantageux? C'est compliqué de répondre à cette question parce que ça va dépendre quand même de la politique interne au niveau de l'entreprise. C'est vrai que voilà, aujourd'hui, pour toutes les sociétés, il y a des grilles évidemment qui doivent être respectées. La grille va dépendre du nombre d'années d'expérience, de la formation, du diplôme, peu importe. Et donc voilà, au niveau de la maturité, oui, ça va évidemment rentrer en compte, c'est important si on a déjà eu l'occasion de travailler, mais si tu me dis qu'avant tu étais ostéo et que maintenant tu es dans le développement, malheureusement je vais peut-être pas pouvoir valoriser cette expérience. Donc voilà, il faut aussi prendre connaissance qu'en faisant une reconversion, on va devoir peut-être malheureusement sacrifier une partie de son salaire qu'on avait sur son autre poste. Alors, il y a une question sur la grille moyenne du salaire du développeur. Alors, je pense que ça dépend énormément parce que les ESN, par exemple, n'auront pas la même grille de salaire qu'une entreprise qui va recruter directement. Une startup va pas avoir le même budget non plus. Je pense que c'est la question que tu poses. Je dis que c'est très compliqué d'y répondre. Moi, je vais vous donner un blog de développeurs que j'ai suivi il y a un an ou deux, qui était assez intéressant, qui je suis un dev, et il a très bien adressé la problématique des salaires. Je vous invite à lire un petit peu, voilà, cette question. Bon, voilà, moi je pense que dans tous les cas, je pense que la question du salaire, c'est difficile de se situer quand tu es junior parce que On peut pas. tu sais pas ce que tu veux. En particulier, si tu as eu un cursus qui sort un petit peu des sentiers battus, c'est difficile. Quand tu Mm. commences à avoir de l'expérience, moi je dirais surtout qu'il faut surtout pas se sous-évaluer. Je pense même que ça peut même être un critère pas disqualificatif, mais qui peut vous affecter négativement si vous donnez l'impression que vous ne savez pas la valeur que vous avez, en fait. C'est ça. Je pense que ça c'est très très important. Et Souvent, ce que tu fais, c'est tu regardes un peu. Souvent, tu peux voir déjà des offres sur le marché pour des développeurs juniors sortis d'école. Et souvent, toujours, ce qu'il faut faire en entretien, c'est donner vraiment la fourchette haute de ce que tu souhaites avoir. Comme ça, au moins, si tu as une offre qui est voilà, un petit peu en dessous,
t'es quand même content. Moi, je pense aussi quand même que sur les métiers du dev, alors bon, ça dépend des régions, et puis ça dépend des postes, et ça dépend de l'expérience, mais en général, après un certain temps, vous pouvez quand même prétendre à des salaires qui sont quand même plutôt confortables. Et du coup, c'est là où pour moi, je vais quand même avoir tendance à privilégier l'entreprise qui m'offre un cadre de travail qui est serein et qui est confortable en termes de qualité de vie, même si le salaire il est un petit peu inférieur, plutôt que l'entreprise qui va m'offrir 3 ou 4 cas de plus par an, mais je vais devoir sacrifier ma vie sociale, etc. etc. Enfin, on a un luxe hein, quand même en tant que développeur. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est surtout pour toi Antoine, mais euh, on est quand même très demandé, on est très sollicité, on a quand même des salaires qui au bout d'un moment sont quand même assez confortables. Et je pense que ça nous Mm. donne le luxe de pouvoir choisir la qualité. Et ça, je trouve que c'est quelque chose la valeur que ça a, c'est incroyable parce que une bonne partie des métiers contemporains, c'est pas ça du tout quoi. Nous, enfin, il y a peu de métiers qui peuvent se permettre de choisir justement. Ah oui, non mais on est complètement privilégié, hein. Ouais. C'est un métier, il y a tellement de demandes que tu te retrouves même avec 0 ans d'expérience, avec l'embarras du choix. Je pense que Ouais. t'as assez peu de Alors, secteurs où c'est comme ça. Oh oui. On a parlé un petit peu avec pas mal de devs qui sont dans le chat, hein, qui ont un petit peu du mal à trouver justement des premières offres parce qu'il peut y avoir des critères géographiques ou de formation qui font que c'est compliqué malgré tout. Ça, Ah, c'est vrai que ouais, je j'avais pense en que tête beaucoup l'Île-de-France, ouais. mais En c'est Ile-de-France, peut-être c'est pas vrai partout comme qu'en ça. Ile-de-France, en plus, je vois quand même on va parler du niveau des tests techniques du coup, mais j'ai l'impression que les standards de recrutement en Ile-de-France sont plus bas parce que de toute façon, il y a tellement de postes que c'est facile de trouver un poste. Mais c'est vrai que si par exemple vous voulez un rôle, un job qui soit, enfin vous êtes par exemple dans une ville comme Saint-Etienne, etc., où il n'y a pas forcément un vivier numérique très important, soit vous faites du full remote, soit c'est difficile. Voilà. Alors du coup, Mm. on va parler sur la partie technique quand même du process de recrutement. Donc il va y avoir en général un entretien technique. Ça tombe bien, Antoine et moi, on en fait passer pour les candidats dans notre entreprise. On vérifie un petit peu comment ils se positionnent en termes de techno. Et puis après, il y a la partie test. Alors je pense qu'il y en a peut-être d'entre vous qui ont fait des coding games ou des choses dans ce genre, etc. Alors moi, c'est quelque chose auquel j'accorde une valeur limitée. C'est un indicatif intéressant, mais c'est pas forcément quelque chose qui est parole de vérité. Sur la partie entretien, qu'est-ce que tu cherches à regarder sur un candidat, Antoine? Qu'est-ce que tu cherches à évaluer, enfin, au-delà des consignes qu'on peut avoir, en général, une entreprise qui fait passer des entretiens techniques, elle donne ses propres objectifs, mais on a tous une sensibilité un petit peu personnelle. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, chez un profil que tu rencontres techniquement? Euh, bah, moi, de toute façon, ça se déroule à peu près toujours de la même façon. C'est tout d'abord, on repasse un peu les différentes expériences et je regarde. Il y a toujours une partie de communication. Je regarde un peu comment il se présente et comment il présente les projets sur lesquels il a travaillé. Euh, Après, sur la partie vraiment technique en tant que telle, ce que je recherche déjà, bon, bah, c'est pas quelqu'un qui va tenter de te la mettre à l'envers pour utiliser cette expression, ou qui va essayer de bullshiter vraiment ses réponses. Ça va être quelqu'un qui va être honnête, s'il sait pas, il sait pas. Et qui en même temps, j'apprécie quand un candidat demande pourquoi ou demande des explications ou à la curiosité intellectuelle de vouloir en savoir plus, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose que je regarde. Je regarde aussi un peu la diversité des projets sur lesquels il a travaillé. Ça permet de voir que la personne a un peu de curiosité technique, ce genre de choses. Et ouais, après, si on va dire, parce que souvent on a effectivement des consignes sur tel framework. Alors, moi j'aime pas trop quand on me demande est-ce que quelqu'un est bon sur tel ou tel framework. Je préfère plutôt savoir si la personne connaît quelques concepts ou des choses souvent propres au langage en tant que tel. Tu vois, c'est Alors, savoir si quelqu'un est bon en Angular. Je vais regarder plutôt s'il connaît TypeScript, JavaScript, ce genre de choses. c'est vrai que c'est assez marquant ça, parce que donc en général, on fait ça pour le compte de chargés de recrutement, comme Alexandre par exemple. Mm. Et on nous demande souvent est-ce que tu peux valider ce candidat en React? Mais en fait, je vais rarement. Genre, si par exemple le candidat, on le positionne que sur du React, il y a peut-être 10% de mon entretien qui va être ciblé sur React.
80% ça va être JavaScript. Enfin non, 70% ça va être JavaScript. Il va y avoir 10% sur un petit peu la partie CSS, HTML, les bases d'une application, ce genre de choses. 10% sur tout ce qui est Git, les maîtrises des pratiques de développement, tout simplement, de bonnes, ce qu'on est habitué et tout. Et puis 10% sur tout ce qui est un petit peu l'agilité, les expériences en travail en équipe. Est-ce que la personne elle est capable de s'intégrer dans une équipe, hein, tout simplement. Et c'est vrai que c'est pour ça, par exemple, Soun me demandait tout à l'heure hors stream, oui, est-ce que c'est plus intéressant de faire par exemple du React ou tel autre framework front-end? Mais en fait, ça n'a aucun intérêt. Concentrez-vous sur la texte, sur le langage, concentrez-vous sur le JavaScript. Et si vous êtes bon en JavaScript et qu'un jour il y a un post en React qui s'ouvre et vous avez fait du Vue, franchement, vous pourrez postuler parce que vous pourrez dire bah oui, j'ai pas fait de React, mais je fais du Vue, c'est la même chose et les patterns sont identiques et j'ai fait un petit peu de veille, je connais. Je suis capable de me positionner, quoi. Et moi, c'est ça. Je vais parler vraiment des questions sur les bases du langage et je vais pas parler des spécificités du framework. Parce qu'en plus, parfois, franchement, on manque vraiment d'inspiration pour poser des... Enfin, alors, je pourrais... Non, mais, si c'est un minimum, bien sûr, ouais, ça y est, il n'y a pas de souci. Mais genre, ça m'intéresse pas de savoir si la personne, elle connaît une méthode d'un framework qui est utilisée dans 1% des projets, par exemple. Ça permet de voir quels sont les très très bons des très bons. Mais je suis un peu flou, ouais, je sais, j'ai dû perdre en qualité de connexion. Je pense que surtout, en fait, il y a des très 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 bons développeurs. Je pense à Evan You, par exemple, le créateur de Vue.js. C'est un mec qui, techniquement, est impressionnant. Mais on va être réaliste, en fait. Hein. La majeure partie des développeurs dont on a besoin sur des projets, on n'a pas besoin de très bons développeurs sur des projets. On a besoin de développeurs qui font le taf. Un développeur qui est exceptionnel, ça va être rare qu'il intervienne sur un projet de client, etc. En général, il est conscient de sa valeur et il va pouvoir se positionner sur des choses très différentes. Moi, je vais dire que 99% des développeurs n'ont pas forcément besoin d'avoir un niveau exceptionnel. On a juste besoin d'avoir un niveau standard qui nous permet de travailler en équipe avec les autres, en fait, quoi. Et ça revient aussi à ce que tu disais sur l'aspect d'être expert ou ce genre de choses tout à l'heure, Alexandre, tu vois. Le syndrome du super-héros. On n'a pas besoin de super-héros sur nos projets. On a juste besoin de gens qui font le taf, quoi. C'est ça. Ouais. Je sais, un Kaya, on a eu sur le Discord, là, récemment, j'ai eu le témoignage d'une personne qui, en 2019-2020, dans ces eaux-là, a appris jQuery. Et c'est terrible, hein, parce que c'est terrible de dire à une personne qui vient de finir une formation de développement web que la techno qu'on lui a appris ne sert à rien. C'est extrêmement dur et pourtant on est obligé de le faire, hein, parce que parfois il faut. Mais non, mais en plus, c'est pas la seule, c'est pas la première, parce que je sais que c'est quelque chose que je retrouve très souvent. Des profils qui ont encore. Enfin, il y a des formations qui sont juste pas mis à jour. Et genre, dans certaines écoles, on va continuer à t'apprendre le jQuery, le PHP, mais à l'ancienne, avec les générations de pages, PHP par script et tout. Ce qui sont des choses qui se font plus, et pourtant, on continue à les enseigner. Et ça, c'est critique. Truc que je vois des fois, parce que tu sais, en tant qu'évaluateur, des fois tu as peu d'inspiration pour les questions, donc tu vas rechercher les top 100 des questions posées en entretien. Très souvent, tu vois du code super vieux, où on utilise encore le mot-clé var en JavaScript, ce genre de choses. Et moi, je sais que c'est une de mes difficultés en tant qu'évaluateur. Alors, j'ai pas non plus évalué pendant des années et des années, mais c'est si tu dois présenter du code à un candidat, essayer de faire en sorte que ce soit pas un code que genre tu retrouveras jamais en entreprise. Et c'est vrai Ça, que je trouve ça assez compliqué. ça rejoint un peu la question des tests techniques. C'est que je vois alors, les tests techniques, il y en a qui sont disponibles gratuitement sur Internet. Et il y a les top 100 de questions posées en entretien, machin, etc. Puis il y a les tests plus compliqués. Bon, il y a Coding Game qu'on connaît. Moi, ce qui me choque, par exemple, quand je vois les questions les plus demandées en entretien JavaScript, c'est quoi JavaScript? Et ils posent des questions sur quoi? Sur la manipulation du DOM. Mais la manipulation du DOM, en 2022, je suis désolé, t'as pas besoin de connaître ça sur le bout des doigts. T'as des frameworks front-end qui le font à ta place, en fait, quoi. Alors, Coding Game, est-ce que je peux me lâcher sur Coding Game? Coding Game, alors, bon, Coding Game, c'est amélioré, en vrai, parce que il y a encore 3-4 ans, je regardais les Coding Game Angular. T'as passé 2 heures à lire le tuto Angular, tu peux avoir 90% de bonnes réponses sur le Coding Game Angular. Voilà. Donc ça me choquait. Je trouve que Coding Game,
t'as beaucoup de questions du genre, est-ce que tu connais telle librairie ou telle fonction qui fait ce truc? Est-ce que tu sais comment elle s'appelle exactement à la lettre près? C'est des compétences qui m'intéressent pas. Parce que retrouver comment on écrit une fonction ou quelle est sa syntaxe, quels sont les arguments qui passent en premier, en deuxième dans une fonction, bon, bah tu fais Google et puis tu trouves ça sur Google et t'es content, t'as C'est ta ça. référence. C'est des questions sur de la documentation souvent. C'est ça. Et Enfin, ça, c'est les terrible. questions, c'est pour ça, je veux dire, il y a des tests techniques. Bah, j'ai mon Google à côté et on me pose la question. Je n'ai aucune idée de ce dont on me parle dans la question. Je Google, je trouve la réponse, je mets la réponse dans le test technique. Et voilà. Il y a des exercices dans les coding games. Certains sont intéressants, d'autres un peu moins. Et je sais qu'à un moment, ils étaient en retard dans le sens où il y avait des syntaxes ES6, ES7 plutôt et plus, qui n'étaient pas opérationnels dans le coding game, dans les exercices coding game. Et ça, c'était quand même un petit peu un souci. Mm. Après, c'est intéressant, mais je trouve que ça a assez de limites. Moi, c'était celui que j'ai passé pour mon entretien dans ma boîte actuelle. C'était pas un coding game, c'était, j'ai oublié le nom du système. C'était un système assez intéressant où tu avais des questions à difficulté ajustée. C'est-à-dire que si tu réponds juste aux Oui. 10 prochaines questions, aux 10 premières questions, en fait, on step up petit à petit la difficulté. Et du coup, plus tu réponds juste, plus les questions sont difficiles. Et à la fin, j'étais en mode, je suais. Je me dis, mais c'est quoi ces questions? Et après, je me suis rendu compte que j'avais genre 95 ou 98% de taux positif. Ça m'expliquait pourquoi j'avais des questions balèzes. Mais alors, pour le coup, c'était vraiment des questions difficiles, quoi. Et c'est bien quand on tombe sur ce genre de truc-là. Le problème, c'est que par contre, bah, j'avais passé le Node, le JavaScript et le Vue. Il y avait des questions en commun dans les trois parce que bah, pour faire du Node, mais ça a du sens. Hein. Ils te posaient des questions JavaScript dans les tests Node et Vue. Et je trouve que ça avait du sens parce que bah, c'est la techno sur laquelle se base le framework. Donc ça a du sens. Voilà. Donc ouais, coaching game, je dirais, il faut faire attention. Je pense que pour un recruteur, c'est un bon indicatif. C'est-à-dire que tu peux... Si ta personne, elle a 10% à un coaching game, en général, tu sais que c'est quand même c'est un red flag. Ça te permet de dire, j'ai peut-être pas Ouais, envie de c'est continuer compliqué. avec... Ouais, c'est un premier filtre. Ouais. Comment tu les Ouais. Mm. approches, toi, les coaching games, Alexiane? Moi, c'est vrai que je les prends avec beaucoup de pincettes aussi. Comme tu l'as expliqué, je pense que voilà, il y a certaines personnes qui sont pas non plus aptes à faire des coding games parce qu'ils ont la pression du chrono, de devoir faire la chose en 1 heure et ainsi de suite. Donc oui, ça peut permettre de faire un premier écrémage, mais c'est vrai que ce qui va être plutôt intéressant, c'est de le faire, comme tu l'as expliqué, un rendez-vous plus technique avec quelqu'un qui pourra davantage challenger et voir surtout si la personne a cette réflexion, cette envie de voir plus loin que juste le morceau de code qu'il a fait. Donc il faut vraiment prendre ça avec des pincettes, essayer d'avoir un recul. Voilà, c'est pas parce qu'un candidat a forcément raté son coding game qu'il est nul, loin de là. Donc c'est important aussi d'avoir cette vision. Ouais, je pense qu'on est d'accord. Bon, puis après, il restera la question des exercices que les entreprises parfois te font passer, où on te demande de coder un projet. C'est un petit peu, ça fait écho au sujet dont on parlait tout à l'heure entre les deux parties. Moi, je trouve que c'est bien tant que ça prend 3 4 heures, c'est pas mal. Par contre, dès que ça dépasse ça, au bout d'un moment, c'est compliqué parce que t'es en poste, t'as pas le temps de passer 6 heures, 7 heures sur un prototype à montrer, quoi. Enfin, ça, parfois, c'est les cahiers des charges. Merci Hydrone hein, pour le Prime, c'est très très sympa. T'en as Ouais, passé? puis limite, ça devient du travail non rémunéré quand tu atteins 7 jours de travail. Ça commence à faire Ouais, beaucoup. à 7 jours, c'est un petit peu compliqué. Mais t'en as fait, toi, récemment, des exercices de ce genre où tu devais développer un POC ou un truc dans ce genre pour candidater à un poste? Alors moi, non. Je sais que j'avais un pote développeur Android qui avait dû faire un petit truc. Ça lui avait pris une soirée. Et dans ce cadre-là, je trouvais ça plutôt OK. Euh, D'ailleurs, je viens de penser à quelque chose. Pour justement tout ce qui est question d'entretien, j'ai trouvé un truc pas mal récemment. C'est une sorte de newsletter, entre guillemets. Enfin, c'est quelqu'un qui va t'envoyer un mail quotidiennement, donc tu peux mettre ça dans une boîte de réception dédiée. Et c'est des questions en fait qui sont posées en entretien pour des grosses boîtes, Facebook, Uber, Google, ce genre de choses. Et ça te permet de voir un peu quel type de questions peuvent être posées. Ça te fait un petit entraînement d'algo. C'est souvent des questions d'algo en général. Et je trouve ça intéressant. Donc, Alors, ouais, petit tips. je vais émettre une nuance.
Et le blog Je suis dev que j'ai posté tout à l'heure en parle dans un de ses posts. Il y a beaucoup d'entreprises qui se disent, ben, si Google, Facebook, etc. font passer des entretiens avec ce genre de questions, il faut qu'on fasse pareil. Et en fait, Google, Facebook, etc., ils ont beaucoup de questions d'algorithmique qui sont par exemple de l'optimisation de tri. Mais pourquoi est-ce qu'ils posent ces questions? Parce que leur volumétrie, elle se chiffre en millions ou milliards d'utilisateurs. Donc c'est important d'être hyper au point sur les sujets d'optimisation. Mais quand tu fais une application métier qui va être par exemple utilisée par une dizaine de personnes, c'est pas ces compétences-là que tu veux mesurer chez un dev. C'est tu veux mesurer sa capacité à comprendre une expression de besoin. Un mec qui te dit je veux que quand j'appuie sur un bouton, ça me crée un formulaire. Tu veux comprendre, parfois l'utilisateur il va utiliser des termes approximatifs. Tu veux qu'il ait une compréhension intuitive de ce qu'on lui demande, mais tu veux pas qu'il soit genre le meilleur pour optimiser un algorithme de triabule par exemple. Tu vois. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt à me. Enfin, c'est important de recentrer la finalité du test qu'on fait passer. Et les tests qui sont trop orientés algo, au final, ils ont très peu d'intérêt pour les postes pour lesquels on les évalue souvent. C'est ça qui est un petit peu dommage. Mhm. Voilà. Bon, C'est vrai, ouais, faut garder ça en tête. ouais. Après, on peut même considérer, là, ce que je l'ai envoyé sur le chat, on peut même le considérer juste comme un petit casse-tête à faire, juste pour le fun en tant que tel. Ok, écoute, je pense que les gens pourront jeter un petit coup d'œil à ça. Euh, écoutez, on a déjà pas mal parlé ce soir, je trouve, pour une première. C'était dense, il y avait pas mal de contenu, beaucoup de questions. Mm. Merci à toutes les personnes dans le chat. Alexiane, Antoine, est-ce que vous avez un petit mot pour la fin peut-être? Vas-y Antoine, si tu veux Oh non. commencer. Ah, c'est trop gentil. Je te laisse l'honneur. Ah, c'est gentil. Ouais. Ouais, alors déjà, j'ai apprécié l'exercice, le podcast. Le chat était super sympa. C'est cool de pouvoir interagir avec les gens comme ça. Euh, bon, si j'imagine qu'il y aura quand même pas mal de développeurs plutôt juniors. Donc voilà, on en a parlé tout au long de l'émission, mais voilà, vous remettez pas en doute. Du boulot, vous pourrez en trouver. Voilà, et choisissez bien vos entreprises, ce genre de choses. Et, euh, et ouais, voilà pour moi. Alexiane, tu as quelque chose à Ouais. rajouter? Écoute, non, un petit peu la même vision qu'Antoine. Déjà, merci pour, voilà, pour toutes les questions que vous avez pu poser. C'était super cool de pouvoir se prêter à cet exercice. Et puis, voilà, n'ayez pas forcément de crainte sur le fait d'être sur le marché de l'emploi. Restez vous-même et n'oubliez pas qu'un entretien d'embauche, c'est aussi à l'entreprise de se vendre. Donc, vous n'êtes pas le seul à devoir peut-être être en difficulté pendant cet exercice. Donc, pensez à nous aussi en tant que recruteur ou on va parfois mettre les bouchées doubles pour essayer de vous donner envie. Ça marche dans les deux sens. Ok. Alors, on me pose des petites questions. Il y aura le replay. Alors, le replay, il est disponible sur Twitch avec le chat. Normalement, il est censé avoir un overlay avec le chat Twitch qui aurait été dans l'image, dans le flux vidéo. Et du coup, sur YouTube, vous auriez pu retrouver aussi le chat, mais du coup, ça n'a pas marché. Je pense qu'il y a eu un problème au niveau de Moobot, donc ça, c'est un petit peu dommage. Du coup, vous avez le replay sur Twitch pendant une semaine avec le chat. Et moi, ce week-end, je vais uploader la vidéo sur YouTube. Je suis en train de voir si je vais la mettre sur ma chaîne ou si je vais créer une chaîne spécifique pour le podcast. Mais comme je pense qu'on va renouveler l'expérience, je pense qu'on va créer une chaîne spécifique. Donc, ce sera sur YouTube. Je vous mets le lien du Discord de la communauté de la chaîne. Comme ça, vous pourrez rejoindre. Et il y a une section, il y a des sections qui sont consacrées aux jeux vidéo, mais il y en a qui sont consacrées aux devs. On parle un petit peu de sujets. Il y a des gens qui viennent poser des questions. D'autres qui viennent un petit peu partager des perles, genre de recrutement, genre on veut un développeur junior avec 5 ans d'expérience en Java, ce genre de choses. Voilà, c'est toujours rigolo. Mm. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. On débriefera le podcast en stream demain entre midi et 2 sur la pause déjeuner, je pense. Donc si jamais il y en a que ça intéresse et que il y a des questions que vous voulez poser, que vous n'avez pas pu poser, passez demain, comme ça on pourra en reparler et puis on pourra faire une session de rattrapage sur les dernières questions. Je tiens à remercier en tout cas Antoine et Alexiane pour leur présence ce soir, de m'avoir fait confiance pour Merci à toi. ce premier épisode, parce que Avec plaisir. ça fait longtemps qu'on travaillait à cette idée et c'est cool d'avoir pu discuter de tous ces sujets avec vous. Et puis voilà, on se retrouve très très bientôt donc on fera un nouveau Play de Dev le mois prochain et puis entre temps vous aurez le Discord et puis Twitch pour les alertes pour les prochains streams. Merci à tous, à très bientôt. Merci, ciao Merci. ciao. Salut.